Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois une invitée dans un domaine qui me passionne. Voilà, on avait reçu il y a quelques temps Isaac Adjar. Cette fois-ci, je reçois pas oula, ça va les gars, je reçois pas un pilote, mais une pilote. Lola Lovinfos. Je me trompe pas? Tu te trompes pas. Parce que je savais pas trop si on disait Lola Lovinfos, Lovinfos. C'est vraiment... Il se trompe avec les accents. Ouais, parce que surtout que toi, t'es à l'international maintenant, donc je pense qu'il y en a, ils te disent Lovinfos, il y en a, ils disent... Exactement. C'est vrai que ça fait assez français. C'est normand? C'est normand. C'est normand. T'es normande? Je suis normande. T'es née à Rouen, si je dis pas de bêtises, ouais. C'est ça. Donc ouais, c'est un peu la concurrence quand même en tant que breton. À qui est le Mont-Saint-Michel? À qui est le Mont-Saint-Michel? Non, en vrai, ça les gars, je le dis, je le répète, vous êtes beaucoup à me poser la question, il est quand même à vous. Ah, c'est honnête. Non, c'est honnête. C'est honnête. Non, le Mont-Saint-Michel, il est à la Normandie, les gars. C'est vrai que c'est à la frontière, mais il est chez vous, c'est tout. Après, on a déjà beaucoup de choses. On peut vous laisser quelques petits trucs quand même. C'est bon. Lola, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent? Salut à tous. Mais attends, je coupe. Désolée, t'aimes pas ça? J'ai pas dit bonjour. C'est vrai que t'as pas dit bonjour. Eh ben, dis bonjour. Tu m'as pris avec mon accent du nom de famille. J'ai même pas dit bonjour. Non, salut à tous. Moi, c'est Lola Lovinfos. J'ai 19 ans. Et je fais du sport auto depuis 10 ans maintenant. Et je suis ancienne pilote de F1 Academy. Et ça fait 10 ans que tu fais du sport auto? Donc ça veut dire que tu as commencé vers 9 ans, c'est ça? J'avais 8 ans. Ouais. T'avais 8 ans. Parce que comment ça se passe quand tu te lances à 8 ans dans le sport auto? C'est grâce à tes parents, grâce à tes frères et sœurs, tes cousins, tes tontons? C'est un peu de mon frère et de mon papa. Mon papa était passionné de sport auto depuis très jeune. Il s'est toujours dit que quand il aurait un fils, il le mettrait dans le sport auto. Et j'ai un petit frère qui a 5 ans de moins que moi, qui a commencé le sport auto à l'âge de 4 ans, super tôt, qui faisait du baby kart sur une piste à côté de là où on vit. Attends, je te coupe, mais du baby kart? Du baby je kart, connaissais pas. c'est encore plus petit que le mini kart. Ok. C'est tout petit, ça va pas très vite. C'est la plus petite catégorie en kart. Genre. Ok, c'est fait pour les enfants, on va dire, de quel âge? 3 à 5 ans? Avant 5 ans, ouais, 5-6 ans. Oui, du baby kart. Voilà. Et moi, je les suivais. Et pour Noël, on a eu un casque peint personnalisé, style Lando Norris à l'époque. Mon frère l'a eu en jaune et moi, je l'ai eu en rose, mais pour de la déco. Donc, j'allais sur les circuits, je me trimballais avec mon petit casque. Et un jour, j'ai dit, je vais essayer. Et quand je suis montée dans le kart, révélation. J'avais essayé plein de sports avant. Et c'est ce que je voulais faire. Je demandais tous les week-ends d'y retourner. Et au final, je pense que mon frère a commencé un peu trop tôt pour vraiment accrocher. Et moi, quand j'ai pris la relève à l'âge de 8 ou 9 ans, c'était une addiction, quoi. J'étais passionnée. Tout ce qui avait un volant de pédale et 4 roues, c'était passion. Le paradoxe, c'est que c'est pas un grand frère qui t'a donné envie, mais c'est un petit frère. Petit frère, qui a quand même 5 ans de moins. Donc non, c'est sûr que l'histoire était pas du tout, fait pour moi à la base. Et mon père n'aurait jamais, il avait même peur que ça soit juste un hobby pour le plaisir et pas quelque chose que je prenne vraiment au sérieux. Et au final, tout le contraire, c'est un truc que dès le début, je me suis dit dans ma tête, c'est le premier sport où je me suis dit, je veux en faire mon métier. Ouais. Alors que j'avais fait du cheval, du tennis, tout ce que tu veux. Et c'est quand je suis montée dedans, je prenais vraiment le truc au sérieux. C'est-à-dire que quand j'y allais, j'allais pas rigoler avec les copains et j'étais dans mon truc. Là, t'étais dans une optique de performance, quoi. Dès le début, en tout cas, c'était plus que juste un truc que j'aimais bien. Ok. Donc là, t'as 9 ans quand tu commences. Ça te rend forcément un petit peu addict. C'est souvent, en vrai, il y en a qui comprennent pas forcément parce que le sport auto, c'est quand même assez différent. Ce qui peut te rendre addict, c'est les sensations aussi. Les sensations, et moi je pense que il y a quelque chose qui s'est rajouté au-dessus de ça, c'est que j'étais la seule fille à ce moment-là. Donc t'as envie de casser un peu les codes, t'as envie de rendre, en tout cas à ce moment-là, moi c'était mon papa fier, parce que lui, je pense que dans sa tête, il s'est jamais dit plus jeune, j'aurai ma fille en sport auto, et rendre fier et casser les codes, quoi. C'était, à cette époque-là, on voyait 0 fille, même dans les petits circuits de cartes comme ça, il n'y avait pas de filles. C'est vrai que c'était compliqué. Et du coup, là, tu es en CM2 quand tu fais ça? Tu as 9-10 ans? Ouais, CM1, CM2? Ouais, ça doit être ça. T'es même pas au collège? Non, même pas. Et là, c'est quel genre de karting? Moi, j'ai commencé en minime. Ok. Donc, c'est du Rotax. Et j'ai commencé par faire la Ligue de Normandie, du coup, donc que les courses autour d'ici. Et on est vite passé à faire la Ligue Île-de-France, que c'était la ligue en France qui avait le plus de niveau. Ouais.
Et j'ai appris super vite. Mon père m'a mis dans une équipe bretonne d'ailleurs, qui Ok. s'appelle Trèfle Racing, qui était gérée par un breton. Ok. Et dès le début, on a toujours cherché à aller au plus haut niveau. Et moi, le challenge, c'est un truc qui me plaisait. Donc rester, c'est pour ça qu'on a vite bougé, parce que c'était addictif de progresser, de monter en catégorie. Et puis j'étais déjà grande à cette époque-là en taille. C'est vrai que Et, t'es grande, ouais, pour ceux qui nous écoutent, qui te voient pas forcément. Non. Tu fais 1m77. 1m77. Ouais. Donc en kart, bon, j'ai des grandes jambes mais un petit buste, donc pour le karting c'était pas trop Non, ouais. embêtant, mais j'avais quand même fallait vite que je passe le step du minime vers le cadet. Et à ce moment-là, c'était le bon moment pour rentrer, parce qu'au début, c'était juste mon papa et moi. Mon papa faisait la mécanique sur le karting. On avait un camion, c'est lui qui chargeait tout, qui préparait tout. Et fallait avoir les épaules, parce que faut rien oublier, faut tout gérer. T'as tout le côté administratif aussi quand t'es dans un championnat et tout, même si c'était un petit championnat. Et vite, il m'a mis entre les mains d'une équipe. Et il a quand même toujours suivi sur les courses jusqu'à l'âge de mes... À 13 ans, il a commencé à me laisser entre les mains vraiment de l'équipe dans laquelle j'étais. Pas avant. Parce que du coup, avant tes 13 ans, c'est lui, comme tu dis, qui gère tout. Ça permet aussi de faire des économies, parce que je suppose que le karting, c'est ce que tout le monde dit, c'est un sport quand même assez compliqué au niveau argent. Ça demande dès le beaucoup. début, de toute façon, quand tu commences dans le sport auto, peu importe ce que tu fais, c'est quand même un milieu qui est pas facile d'accès sur l'aspect financier. Et je pense qu'il y avait ce côté-là aussi, mais le côté tu sais, quand tu mets ton enfant dans le sport auto, je pense qu'au début, t'as pas envie de le laisser dans les mains de n'importe qui. Et puis, nous, c'était notre canot 2, tu vois. On partait faire la route ensemble, découvrir un circuit. Nous, c'était notre kiff à tous les deux. Ouais, c'est ce qui vous a rapproché aussi. Toutes ces années-là, mon père et moi, c'était toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais c'était tous les week-ends ensemble. Donc après, à 13 ans, tu passes de minime à cadet. Non, un petit peu plus tôt quand même. Un peu plus tôt. Ouais. Parce que déjà, ce qui me choque, c'est que minime, t'es déjà en rotax. Donc pour ceux qui ne savent pas, rotax, c'est du 125 cc. C'est ça. T'as combien de chevaux là-dedans ? C'est pas énorme, mais bon, c'est ça doit être du 80. Oh, non, ouais, 70. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, peut-être moins quand même. Moins. Ouais, c'est très léger. Hein. Ouais, je dis peut-être une Ouais, je crois que c'est vrai. Mais dans tous les cas, les gars, rotax, ça envoie du très très lourd. Et même pour des gens lambda comme moi, comme n'importe qui, piloter un rotax pendant plusieurs minutes, c'est physique. Ouais, c'est très physique. Et c'est pour ça que moi, je l'ai toujours dit, des fois, le karting, un bon rotax, c'est plus physique que moi quand j'ai fait du GP Explorer, la F4, tu vois. Je suis d'accord avec toi. T'es vraiment secoué dans tous les sens. Quand tu fais les dernières catégories en karting, que ce soit le X30, comme on en a parlé tout à l'heure, ou du Oka, OKJ, c'est les plus grosses catégories de kart. Une journée dans un kart est plus physique, tu prends plus cher que dans une monoplace. Parce que la monoplace, même si tu prends des G, t'es attaché vraiment, t'es plaqué contre, comme dans ta voiture au GP Explorer. T'es plaqué, et c'est vraiment que ton corps qui c'est ta force, quoi. Ouais, exactement, ouais. C'est ta force, c'est toi-même. Mais là, t'es pas attaché, tu vois. Donc c'est toi qui résistes constamment, et c'est super physique. Ouais. On en discute beaucoup avec Giggs, que vous connaissez sur la chaîne, qui lui a un X30 et qui en fait à Lamballe sur une piste tous les dimanches. Et il me dit, moi j'en chie tous les dimanches, quoi. Et encore plus quand c'est sec. Parce que c'est vrai que les freinages, c'est insane. Et puis le grip que t'as, c'est ça. Ouais. T'as un espèce d'escargot sur cette piste-là où tu tournes. Oh là là, putain, je l'ai fait, moi, c'est incroyable. Les sensations sont folles, mais c'est vrai qu'au bout de 10-15 minutes, moi, surtout au niveau des avant-bras, je suis en mode, voilà, c'est bon. Ah non, c'est vrai. Pause. J'en ai refait cet été, ça faisait plus de 3 ans que je n'étais pas montée dans un kart. Parce que c'est pas les mêmes muscles qui travaillent dans un kart ou dans une monoplace ou voiture. Oui, tu prends le soir, t'es couché KO. Même c'est pour ça, on dit c'est important quand t'es pilote de muscler la nuque, le cou. Dans le kart, tu le vois aussi. Hein. Dans le kart, tout, puis t'as vachement le central qui bosse, quoi, les abdos, le dos, t'es tout le temps crispé. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui joue. Donc, ensuite, tu passes en cadet, comme on l'a dit, t'es en Ile-de-France.
Tu rejoins une équipe, Ouais. équipe bretonne. C'est ça. Comment ça se passe? C'est très dur parce que nous, on arrive de nulle part. Ouais. Mais très vite, j'apprends super vite. En fait, dans toutes les catégories dans lesquelles je suis montée, j'avais la chance de... quand tu es avec les meilleurs, tu apprends forcément plus vite. La marge de progression était énorme, donc ça motivait tout le monde autour de moi. Et même moi, de voir... c'était des plateaux à ce moment-là, je pense qu'il y avait une trentaine de pilotes. La seule fille, encore une fois, dans des conditions, parce que c'était souvent la piste à Angerville, à côté de Paris. Ouais, je connais, ouais, j'ai jamais été. Il pleut tout le temps. Donc, c'était des courses... moi, au début, je me rappelle, la pluie, c'était un vrai challenge, tu vois, parce que c'était encore un nouveau truc à apprendre. Et au final, dès le début, j'avais des bons résultats. Et surtout, je montrais que j'en voulais, tu vois. C'était... je pensais déjà, j'entendais, il y avait Théo Pourchère avec moi dans une catégorie au-dessus, mais dans les mêmes paddocks. Et j'entendais qu'il allait faire de l'Okagi, donc je sais pas si tu connais, l'Oka Okagi. C'est d'autres moteurs, c'est un peu au-dessus du X30. Et c'est que des courses à l'international. Donc tu vas en Italie, en Espagne, t'as les championnats d'Europe, championnats du monde. Et j'entendais à ce moment-là qu'il allait faire ça. Et que mon père, on le regardait avec des étoiles dans les yeux. À l'air de dire, on pourra jamais faire ça, tu vois. Et au final, quelques années après, quand j'ai tu vois, 12-13 ans, c'était déjà cette époque-là, donc je devais être quand même un peu donc plus un peu jeune. Plus tôt, ouais. Parce que j'ai pas fait beaucoup d'années en rotax. J'ai dû faire 1 an minime, 1 an de cadet, national, X30, et après tout s'est enchaîné hyper vite, parce que ma première fois dans une monoplace, j'ai 15 ans. Ok. Ah oui, donc en fait, ouais, au niveau... C'est vrai que t'as du mal à te rendre compte au niveau de l'âge. Ça s'est fait vite quand même. Et puis, j'ai pas dans ce sport, commencer à 8-9 ans, c'est à la limite du tard. Donc, j'avais pas trop de temps à perdre si je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de concret en monoplace. C'est vrai que dans un objectif de performance en sport automobile, généralement, commencer, comme tu dis, à 8-9 ans, ça peut être Ça peut être un peu tard. Parce qu'il y en a qui ont commencé à 5-6 ans. Et 3 ans, quand t'as cet âge-là, c'est énorme. Énorme. Tout ce que tu peux comprendre, tout ce que tu peux acquérir. C'est ça. Donc, c'est pour ça, à 8-9 ans, en vrai, il y en a, ils se rendent pas compte. Parce que, voilà, c'est normal. Mais c'est déjà un petit peu tard, quoi. C'est ça. Donc, karting. Après, monoplace. Monoplace, en 2021. 2021, ok. En F4 espagnol. C'était un des plateaux, tu sais, t'as plusieurs championnats d'F4, t'as l'italienne, l'allemande, et la F4 espagnole avec la F4 italienne, à ce moment-là, c'était celle qui avait le plus de niveau aussi. Donc je signe dans une équipe espagnole qui s'appelle DriveX. Est-ce que ça équivaut à la FFSA, mais version Espagne? Exactement. Parce que ça. Du coup, FFSA, c'est mais là FFSA, où nous, tu sais, c'est une académie. Donc t'as pas d'équipe. Que là, dans tous les autres championnats, comme celle que j'ai fait, la F4 espagnole, c'est des équipes. Comme la F2 ou la F3, tu vois. Ouais, parce que la FFSA, en fait, c'est une promotion où tout le monde est logé à la même enseigne, en fait. Exactement. Donc, t'as tout le monde, t'as pas de recherche de performance en tant qu'équipe. C'est l'académie qui te donne 20 voitures, je dis une bêtise, et les 20 voitures sont censées être égales, tu vois. Là, c'est le pilote qui fait la différence. Mais on n'avait pas choisi. Pourtant, j'ai fait l'école là-bas. J'étais en sport-études au Mans pendant plus de 3 ans à la FFSA, au Mans, en internat. J'étais au Pôle France. Et j'avais eu la proposition de le faire, mais parce que j'avais déjà en tête tu vois, le rêve de faire la F1, donc qui voulait dire F3, F2, fallait vite se mettre dans un environnement qui y ressemblait, c'est-à-dire un championnat avec des équipes, avec des coéquipiers et pas une académie. Ok, ouais, ça permet de prendre des fois en maturité peut-être un peu plus vite. Oui, et puis tu es habitué dans la FFSA Academy, tu as un seul ingénieur pour plusieurs pilotes, je crois que c'est 4 ou 5 pilotes, que là tu as ton ingénieur à toi, c'est quand même un cran au-dessus de niveau professionnalisme, tu vois. Tu es vraiment dans les conditions F1, quoi, on peut le dire. C'est ça. Mais la version un peu dès le début, et c'est super important parce que ça te fait progresser plus vite. Tu sais, dans ces catégories-là, t'as vraiment pas de temps à perdre, quoi. Ça grind. C'est ça. C'est ça, ouais, putain. Donc F4 espagnol, ça se passe bien? Ça se passe bien, c'est très dur parce que à ce moment-là, on est quand même assez serré niveau budget. Donc on est face à des pilotes qui ont quasiment pas de limite du côté financier et donc qui peuvent
faire des journées de test en amont avant la saison, pendant la saison, sur des meetings de course, des fois tu peux rouler le jeudi en test. Nous, on pouvait pas, on les regardait rouler, tu vois. Donc, Ça doit être frustrant. c'est frustrant, mais c'est motivant parce que quand en double 1, où tu sais qu'il a fait 10 journées de test avant la saison, que toi, t'es arrivé à Spa pour la première fois, que tu calais 15 fois dans la pit lane parce que tu savais pas te servir d'un embrayage de monoplace, bah t'es fier. Et tu te dis que, en fait, quand tu bosses, ça marche. Et à cette époque-là, on faisait... La première course, c'était à Spa, la première course de la saison. Et c'était... Mon père, il était tout seul dans la tribune à me faire des signes. On avait des signes entre nous, tu vois, qui voulaient dire t'as de la marge avec le pilote derrière ou va chercher devant et tout. Et alors que j'avais mon équipe et tout, mais mon père, il était comme un dingue, tu vois. Quoi. Et en plus, à Spa, quoi, circuit, un des circuits les plus mythiques de. Exactement. Et j'avais fait donc la journée de test avant le week-end. Et je me rappelle monter, c'était la première fois que je montais dans une F4, calé 15 fois dans la pit lane. Parce que c'est... Tu vois, quand tu démarres une voiture normal, lambda, bon, ok, c'est facile. Mais là, c'est un peu différent quand même. T'as le stress, tu te dis, attends, là, je vais prendre le raidillon. Ouais. Et je m'étais fixé comme objectif tout bête, tu vois, comme quand tu commences, je dis, si je passe pas le raidillon avant ce soir à fond, j'arrête le sport auto. Tu vois, mais c'était que des trucs comme ça. Et au final, la journée, on l'avait fini dans des temps pas dégueux. Et trop fier, tu vois. Tu te dis, déjà, d'avoir fait ce step en monoplace, nous, on n'aurait jamais pensé le faire. Donc, on était méga fiers. Et c'est quoi la vraie différence que tu as ressentie entre le karting et la monoplace ? À ce moment-là, c'était plus le côté physique, parce que le kart est très physique, dans le sens faut avoir de l'endurance, faut être un minimum sculpté physiquement. Mais là, tu vas vraiment piocher dans tes muscles. Et à ce moment-là, je pèse pas très lourd, je suis un petit gabarit. Donc là, tu te dis, ouais, donc là, va falloir bosser. Salle de sport. Donc j'avais un coach dans ma ville avec qui j'allais faire des séances le matin, l'après-midi, 3 fois par semaine. Et puis là, fallait... puis surtout, quand tu arrives, en fait, il faut comprendre que l'aspect de comment tu vas faire marcher la voiture, c'est complètement différent. Il faut que tu oublies tout ce que tu as appris avant. En fait, le kart, ça t'a servi à prendre de l'expérience quand tu vas doubler, quand tu vas comment caler un temps parfait sur un tour, mais ça t'apprend pas la philosophie de la monoplace. Tu vois, la monoplace, ça fait une F4, ça fait 650 kilos. Il faut comprendre que tu as une charge à gérer, que tu peux pas être trop agressif dans tes mouvements de j'arrive, je mets un gros coup de frein, mais je remets un coup de gaz, t'as la voiture qui... C'est vrai qu'en karting, ça, tu peux te permettre. En karting, tu fais ce que tu veux, le kart, il fera jamais, tu vois. Donc, et puis la vitesse, tu vois. Là, à ce moment-là, tu prends déjà 230. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Moi, Vas-y. Non, vas-y. Non, moi, je disais, ce qui m'avait choqué en F4, c'était notamment en virage, les virages rapides, braquer le volant. Ah oui. Ça demande vraiment de la force, tu vois. Donc, au début, premier tour, tu dis ça va, deuxième, ça va. Mais comme t'as, je sais pas, 10-15 tours à faire, il y a un moment où t'es là en mode, waouh, mais là, t'as passé des pneus neufs en... Ouais, mais bon, on l'a passé que... c'était vraiment que le jour de la course, quoi. Ouais. Donc, et t'as senti la différence ou pas ? Oui, bah oui. Dans les bras ? Ah là, c'est fou. Non, mais tu vois, la première fois que moi, j'en ai passé, je me disais, t'as de la chance, là, on vient de te donner un train de pneus neufs, tu vois, truc de ouf, donc tu vas te bouger. Mais tu ressors, tu vois. Et en plus, les pneus neufs, faut faire vraiment attention parce que t'as le pic où tu peux vraiment avoir un maximum de capacité, mais si tu bloques les roues avant, si tu fais des petites erreurs... ça supprime tous les bons effets que t'as. Tu vois, maintenant, au début, ça, c'est les premiers trucs qui t'apprennent. Dans le premier tour, tu touches pas de vibreur parce que ça peut déformer la carcasse du pneu. Oui, c'est vrai, ça. Il nous disait ça. Putain, j'avais oublié ça. T'as une façon bien particulière de les mettre en température. Et puis, quand tu les utilises, tu vois, le tour... tu te dis, t'as une fenêtre de 2-3 tours où t'as le pic. Ça dépend sur quel pneu t'es, mais en général, c'est ça. Et tu te dis, si dans mon premier tour, où je pousse, c'est, tu vois, avec le pic... Imagine, tu bloques une roue avant, t'es 2 tours après, c'est mort. T'es foutu. Donc, tu vois, c'est tout ce truc-là que t'apprends au début. Le kart, ça t'apporte un peu ce côté-là, mais pas tant, parce que je te dis, même mettre des pneus en température en kart, c'est encore une fois une technique complètement différente.
Ouais, la monoplace, ça t'apporte vraiment cette rigueur, cette discipline qu'il faut avoir pour vraiment profiter à 100% des capacités de la voiture. C'est ça. Et c'est ça qui peut rendre la chose un peu plus compliquée. Toi, en parallèle, t'avais l'école quand même ou pas? Bah, du coup, j'étais à l'école au Mans à la FFSA. Ok. Donc, en gros, t'es mi-sport-études. Donc, t'as tout ce qu'il faut pour un sportif de haut niveau. Donc, t'as tes 6 ou 8 heures de sport par semaine avec Énorme. Voilà, avec un coach là-bas. T'as psychologue du sport. T'as nutritionniste. T'as une fois par an, on allait au CHU de Angers faire un checkpoint des cheveux jusqu'aux pieds. Et en fait, ils te mettent dans les meilleures conditions. Tu vas jusqu'à avoir un podologue 2 fois dans l'année. T'as tout le côté, tu vois, vu que moi, j'étais en internat, du coup, à l'internat sud, l'internat sportif du lycée sud au Mans. Donc, t'es mélangé. À l'école, t'es qu'avec des pilotes. Mais le soir, t'es mélangé avec tous les sportifs de la ville, tu vois. Ah oui. Donc, t'es tout le temps dans un environnement sain avec des gens qui sont là pour chercher la perfo, les limites. Donc, tu t'alimentes tout le temps bien, t'as tes 9 heures de sommeil, tu vois, dans un bon... T'es chouchouté. T'es chouchouté et puis t'as tout pour réussir, tu vois, pour te mettre dans les meilleures conditions. Et du coup, comme support scolaire, c'était le CNED. Donc, on était à l'école, on avait des profs, mais vu qu'on était tellement absents, tu vois, quand tu partais en course... les dernières courses que j'ai fait en kart, donc championnat d'Europe, championnat du monde, tu pars du lundi au lundi. Donc, quand tu as 3 courses dans le mois, tu es à l'école 4 jours. Ah oui, c'est compliqué. Là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis en place le CNED. Comme ça, tu t'aides avec les profs qui sont là-bas quand tu es là. Mais quand tu n'es pas là, c'est comme si tu étais à l'école à la maison, tu as des devoirs à rendre. Faut avoir la rigueur de se dire, je me mets derrière mon PC et je vais bosser. T'arrivais à avoir cette rigueur parce que c'est compliqué quand t'as ce sport auto. C'est compliqué parce que déjà, t'es jeune. À 14 ans, si tu me disais karting ou école, karting. Ouais. Et surtout, les moments où tu pouvais bosser, c'était dans l'avion quand tu rentrais des courses, que t'es rincé, t'avais qu'une envie, c'est de dormir. Oh, t'imagines, tu dois bosser dans l'avion. Ouais, mais tu vois, mais c'est ce que je faisais à un moment. Puis j'avais pas tout le temps là-dessus. J'ai de la chance d'avoir ma maman qui était... on a tous les pieds sur terre, mais qui avait les pieds sur terre de dire, tu vois, il faut un plan B si jamais un jour ça s'arrête. Donc, qui m'a toujours tirée en me disant, oublie pas le côté... bon travail de maman, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, je la remercie parce que, tu vois, sans ça, j'aurais peut-être laissé tomber l'école. Je l'ai pas laissé tomber très, très tard non plus, mais je l'aurais peut-être fait encore plus tôt, tu vois. Ouais. C'est pour ça que c'était important. Mais je me souviens des matins où j'avais fait la course le dimanche. On n'avait pas cours le lundi matin parce qu'ils savaient qu'on venait tous de très loin du Mans, donc les cours prenaient à 14h le lundi. Mais je me rappelle avoir bossé dans l'avion le dimanche soir, rentrer en voiture, parce que moi j'habite à 2 heures de Paris, se lever à 9h le matin, je m'endormais devant mon dressing, genre faut que je m'habille, je me rendormais hors de mon lit. Et dans la route pour aller au Mans, c'était mes parents qui faisaient les allers-retours 2 fois par semaine au Mans en voiture. Le rythme était... très soutenu, tu quoi. vois, tu sais qu'à ce moment-là, tu vis que de ça. J'avais pas... si j'avais mes copains de là où j'habite, à Rouen, anniversaire ce week-end? Non, je suis pas là. Aujourd'hui, les amis que j'ai toujours et qui ont suivi un peu cette évolution, quand on en reparle, ils me disent, mais on te voyait jamais. Et avec le léger recul que t'as maintenant, t'as pas l'impression d'être passé à côté d'un truc, non? Pas du tout, parce que j'ai eu une école un peu différente. Moi, mon école, j'ai toujours dit que c'était ça a été les circuits, tu vois. J'ai appris la vie, j'ai appris une langue, j'ai appris plein de choses. Tu prends conscience de la valeur de l'argent très tôt et de la chance que tu as d'être là-bas. Tu vois, c'est un milieu privilégié, on le sait. Et quand tu arrives du fin fond de ta campagne et que tu te dis... Nous, en fait, c'est ça qu'on s'est toujours dit. On était trop... On a vu ça comme une chance énorme et du coup j'avais tout le temps la banane, tu vois. Et quand je suis arrivée sur les courses internationales, j'étais la seule qui parlait pas anglais au début. Bon super les copains, tu vois, c'était sympa en plus de discuter. T'avais des pilotes t'avais des Russes, des Allemands, des Italiens, t'avais toutes les nationalités possibles et des gamins comme moi, tu vois. Et j'étais la seule qui parlait pas anglais. En France on apprend, c'est difficile. Le niveau en anglais c'est pas malheureusement, tip-top. c'est le gros point faible. Et moi, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Je me suis dit, là, tu
tu vas te mettre dans le bain avec tout le monde, même si tu te ridiculises, au moins dans 1 an, tu parleras anglais. Et j'ai appris l'anglais sur le tas. Donc, j'ai toujours dit que j'ai pas eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Parce que mes meilleures années, aujourd'hui, c'était... j'avais mes amis quand même sur le circuit, j'avais mes parents qui me suivaient. Et puis, tout ce que j'ai appris, quoi. J'ai toujours compris quand même que j'avais un step au-dessus niveau maturité. Parce que ça m'a fait grandir super vite. Mais ça, je pense que c'est en partie grâce au fait que tu aies conscience de l'argent et des sacrifices qu'ont fait tes parents pour toi. Exactement. Par rapport à d'autres collègues à toi, où vraiment ça sentait l'argent à gogo et C'est que ça. du coup, eux, ils étaient en mode, c'est normal pour moi que mes parents payent tout. Et puis, tu as l'aspect aussi fille, dans un Aussi, milieu, c'est vrai, ouais. dans un Parce milieu que c'est mixte, masculin. on le répète. Et les courses de cartes où on était encore à l'international. Je t'en parle parce que c'est ce qu'on a fait le plus longtemps. Et il y avait un plateau de 100 pilotes. Je me souviens, on était 2 filles, dont une qui était en F1 Academy avec moi, une espagnole, Maya Wog. Mais on était les 2 seules filles. Et quand j'étais à l'internat, j'étais la seule fille de l'école. Donc pareil, tu vois, t'es baignée dans un T'es dans un environnement milieu, de garçons et des fois un petit peu, ça taquine un peu ou ça... très taquin. Moi, quand Ouais. je suis arrivée à l'école, j'ai pas honte de le dire, je me faisais marcher dessus. Ah ouais. Et c'est ça qui m'a forgé un caractère de aujourd'hui, fille ou garçon, ça change rien, tu vois. Quand t'en battais certains, ils devaient se dire, putain... On avait plein de... Surtout au début, quand tu passais devant le fils d'un tel ou quoi, le père, il bouillait à côté. Tu vois, j'avais souvent de la famille qui venait, ou des amis, surtout quand on avait les courses à côté de chez moi. Donc les gens, tu vois, ils savent pas qu'un tel est un ami des parents ou que c'est le grand-père, tu vois. Et on entendait l'autre gonzesse et tout. Comme ça. Oh là là là. Hein, c'est ma fille, c'est bon. Non, mais tu vois, c'est parce que je comprends après, tu vois. Ouais, ça se comprend, ouais. Ça se comprend, mais aujourd'hui, les mentalités, tu vois, on a de la chance d'avoir un sport qui est encore mixte. Et c'est top d'avoir ça. Donc, faut... C'est vrai qu'il y a peu de sports encore mixtes actuellement. je crois que c'est... J'ai l'impression... J'ai peur de dire une bêtise, mais il n'y a pas l'équitation aussi? L'équitation peut-être, ouais, je sais pas. Mais ouais, si, il doit y en avoir quand même. Ça, il y en a plus beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, là, les gars, si une fille atteint la F1 là, dans peu de temps, elle sera avec tous les garçons. C'est ça. Mais après, c'est le but. Tu vois, ils ont fait la F1 Academy pour ça aussi. Donc, c'est tout ça. Moi, je vois l'évolution hein, depuis quand j'ai commencé à Anneville-en-Bourville. Je sais pas si tu connais. Non. C'est là où Gasly et Ocon ont commencé le karting. Okay. Et à ce moment-là, il y avait pas de filles. 0. Après, quand je suis arrivée dans les courses internationales, il y en avait 1 ou 2 grands max. Et là, maintenant, tu vois l'évolution, c'est beau à voir. Ouais, c'est vrai qu'on est dans une belle période de transition, là, qui est plutôt cool à voir. Les gens ont quel âge en F4 espagnol, à peu près? 14-15 ans. Ah oui, ok. Ouais, c'est jeune. Hein. C'est très jeune, ouais. C'est très jeune. Et puis, tu te bats avec grand max des mecs de 17-18 ans. Ouais. C'est ceux qui sont un petit peu en retard, quoi. Ou qui ont choisi la stratégie de... on fait 4 ans en F4, tu vois, mais au moins on est sûr qu'à la fin, on sera devant, tu vois. Ah ouais. Qui ont commencé certainement même tôt, tu vois, dans la bonne fenêtre d'âge, mais qui se sont dit, bon, on n'a pas forcément les moyens d'aller en F3, tu sais quoi, on va se buter en F4 et puis au moins on va faire quelque chose de bien. Okay. Et peut-être que ça va nous ouvrir des portes pour après, tu vois, c'est aussi c'est une stratégie comme une autre. Mais ouais, c'est ça, c'est entre 14 et 18 ans. Ok. Et toi, t'avais quel âge à cette époque-là? Moi, j'ai fait, dès que j'ai eu la dérogation pour passer en monoplace, je l'ai faite, donc 14 ans. Donc tu fais 2 ans, donc 14 et 15 ans. 14 et 15 ans. Et à la fin de la 2e année, je la termine même pas d'ailleurs, parce qu'on n'a plus le budget pour suivre. Donc je fais 4 courses sur 7. C'est combien une année pour qu'on se rende compte de F4 en Espagne? En F4 espagnol, à mon époque, c'était 100 tests et dans une équipe moyenne, 300 000. Oh, l'année? L'année. Si t'es en dessous ça, c'est que t'es vraiment dans un team moyen et que c'est juste, tu veux faire ça parce que t'avais la fenêtre pour le faire. Donc 300 000 si t'es dans une équipe moyenne mais que tu testes pas trop. Et après, ça peut aller jusqu'à 450 000 si tu fais 10 jours de test avant la saison, jours de test sur chaque circuit pendant la saison et dans une équipe de ouf. Et ça, c'est quoi? C'est un mélange de tes parents, des sponsors? C'est comment? Beaucoup de sponsors. Ouais, des sponsors, ouais. Et mon père m'a envoyé au front très vite. Il m'a dit, écoute, l'école... parce que j'ai arrêté l'école à 16 ans. Ok. Et donc je suppose donc que tu as fait le brevet.
Ouais. Et après, t'as fait peut-être 1 an ou 2 pour C'est histoire ça. d'avoir 16 ans, et puis après, t'as arrêté. Exactement. Parce que je savais ce que je voulais et que ce que je faisais, je voulais pas le faire à 50% parce que les autres 50 étaient tournés vers l'école. Je me suis dit, soit tu choisis un truc et tu le fais à fond, mais tu choisis pas les deux pour dire... Donc, c'était un risque. Hein. Mes parents, t'imagines, en tant que parent, c'est pas facile non plus de se dire, d'accepter. Tu vois, tu prends un énorme risque. Tu dis, je pense qu'ils ont dû se dire, si ça s'arrête, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, c'est ça le problème. Et du coup, à ce moment-là, c'était compliqué de se dire, je vais arrêter, mais je l'ai fait. Et mon père m'envoyait au front direct. Il m'a dit, tu sais quoi, tu vas plus beaucoup à l'école. Tout va pas te tomber dans la bouche tout seul, tu vois. Donc, maintenant, je vais te présenter des gens. Parce que avec le métier qu'il faisait, ils avaient un carnet d'adresses qui était quand même conséquent. Il m'a dit, tu vas y aller et tu vas présenter ton projet, même si t'es ridicule parce que t'as 15 ans et que le mec, il va peut-être pas te prendre au sérieux. Tu vas te prendre des claques, tant mieux, ça va te faire grandir. Et au mieux, t'arrives à avoir quelque chose. Et donc, il m'envoyait, il me déposait devant les bureaux, il prévenait, je pense, mais il me le disait pas. Tu vois, il passait un coup de fil, il disait, il y a ma fille qui va venir te voir pour te présenter son projet sportif. Bon, si ça peut te plaire comme projet, voilà, écoute ce qu'elle a à te dire et tout. Moi, j'arrivais, j'avais les genoux qui tremblaient. Hein. Et bonjour, t'as 15 ans, je conduis des voitures. Et le mec en face, il tient une boîte avec 150 employés, il n'a pas le temps pour déjà avoir le temps de déjeuner. Il faut le convaincre en plus. Il faut le convaincre et le mec, il perd pas, mais dans sa tête, avant de te recevoir, il se dit peut-être, je vais perdre 1 heure, tu vois. Ouais. Et au final, j'ai pris des grosses claques, mais d'un autre côté, ça m'a fait mûrir. Et puis, j'ai eu des bonnes nouvelles aussi, tu vois. Quand je rentrais, j'avais la banane. J'allais voir mon père, il m'a dit oui. Il m'a dit oui et c'était... il n'y avait pas de petits sponsors, tu vois. Nous, c'était... il n'y avait pas de petit budget, tu vois. Tout était... on prenait tout et c'était une chance, même si c'était un oui pour 2 euros, mais... Enfin, j'exagère, tu vois, mais c'était une victoire à chaque fois. Et je peux te dire que même encore maintenant, quand je le fais, j'ai encore les genoux qui tremblent. Ouais, parce normal. que tu arrives, c'est un travail. Hein, parce que tu prépares des plaquettes. Mon père m'a beaucoup aidé pour ça, mais tu prépares des plaquettes où tu as des photos, ça explique ton championnat, ça explique pour quel but tu fais ça, parce que tu veux aller où, dans combien de temps. Ensuite, il faut préparer ton speech quand tu vas arriver en face de la personne. Tu as 15 ans, tu n'as pas le vocabulaire que tu as à 20, 25 ans. Donc, c'est pas facile, mais c'est ça qui m'a appris la vie, encore une fois. Et puis après, l'avantage de ça, c'est que quand tu es sur la piste, tu sais pourquoi tu te bats aussi, tu vois. Je pense que ça te motive encore plus que ceux où vraiment c'est les parents qui alignent et puis c'est terminé, quoi. Tu penses à plein de choses, tu vois. Tu te dis, tu réfléchis à 2 fois. Tu peux pas cracher la caisse et c'est papa qui paye, tu vois. Non. Et puis ça, c'est toujours un truc que même quand j'ai fait des saisons où j'étais un peu plus sereine financièrement, ça te perd pas, ça te lâche pas. Tu te dis, c'est quand même, tu vois, une franchise en sport auto, ça peut aller... ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher, donc tu penses quand même. Et tu trouves quelqu'un ? Je trouve quelques sponsors grâce à mes parents. Ça s'enchaîne vraiment bien. Ouais. Mais ça tient 1 an et demi. Et après, en plus, tu as la crise qui arrive du Covid et tout. Donc ça arrive très compliqué. Et mon père m'appelle après Spa et il me dit, écoute, on va pas se mettre avant notre maison, quoi. Donc à un moment, faut revoir le sens des priorités. Il m'a dit, là, pour l'instant, stand-by. Donc la fin d'année 2022, il se passe rien. Je finis pas la saison. Je regarde la fin de saison sur mon iPad. Wow. Tu vois, dans ma chambre. Ouais. Et puis, j'ai la chance énorme d'avoir... 2 chances qui me tombent dessus. C'est un championnat en Inde de prototype qui m'appelle pour venir faire un championnat sur tout frais payé, tu vois. En Inde ? En Inde. Okay. Et en vrai... ils veulent démocratiser le sport auto là-bas, je pense. veulent... Et aventure de Barjo, trop cool. Okay. Je pars 1 mois et 1 semaine. À New Delhi ? J'ai fait New Delhi, mais j'étais beaucoup à Cheney et à Hyderabad, là où il y a la Formule E, à Hyderabad aussi. Okay. C'est un circuit en ville. Et suite à ça, j'ai fait des bons résultats. Et en fait, à ce moment-là, je ne savais pas, mais il y avait la F1 Academy qui était en train de se mettre en place. Et quand je suis en Inde, je reçois un appel d'une équipe de ART qui m'appelle pour me dire, écoute, il y a un championnat qui se met en place, qui s'appelle la F1 Academy. C'est la femme de Toto Wolff qui est en train de créer ça. Toto Wolff qui est, pour ceux qui nous du coup, Toto Wolff, le
le patron de Mercedes F1, F1 Team. Voilà, exactement, le boss, quoi. Voilà, le boss. Depuis pas mal de temps maintenant. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est un peu flou parce que t'as pas vraiment d'infos. J'entends plusieurs choses, tu vois. J'entends que ça va être, en même temps que les week-ends, ça va remplacer un peu le format W Series, qui était un championnat à ce moment-là 100% féminin, aussi entre la F3 et la F4, qui suivait sur les meetings de F1. Et du Ou coup, W Series pour Women's Series. C'est ça, ouais. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'entends un peu de tout, tu vois. J'entends qu'il va y avoir tel et tel team, j'entends des prix différents, et je laisse les choses faire. Je finis mon championnat en Inde, et quand je rentre, tout s'active, j'ai plusieurs équipes qui me contactent, et c'est là où j'ai mon rebond, parce que moi, après l'Inde, je pensais encore que c'était rebelote, terminé, et c'est vraiment mon plus gros rebond dans le sport auto. C'est à ce moment-là où on est à 2 doigts de tout arrêter. On avait même déjà arrêté parce qu'on n'a pas fini la saison F4. Et à ce moment-là, lumière. Et là, du coup, je fais les discussions avec les équipes. Je vais faire du simu à Paris avec ART. Donc là, c'est très sérieux, là. Là, c'est très sérieux. Là, Puis moi, ART, c'était ART comme MP, comme plein d'autres équipes. C'était un peu le rêve. Tu te dis, c'était les top teams contre qui je roulais dans mon équipe en F4 qui jouait bien en dessous, tu vois. Et du coup, de voir ces équipes-là qui venaient vers moi, je me dis, là, t'as peut-être un truc à jouer. Donc, Ils sont présents jusqu'en F2 RT, on est d'accord? Ouais. Comme toutes les équipes qui sont en F1 Academy sont toutes présentes jusqu'à la F2. Jusqu'à la F2, d'accord. Et du coup, à ce moment-là, je fais les rendez-vous. Donc, je vais à Paris. Pareil, genou qui claque. Hein. Et j'avais des vacances de prévues en famille aux Émirats arabes. Tu sais, il y a un championnat qui se prépare toujours en amont pour préparer les pilotes avant leur saison là-bas. Et j'arrive à avoir un rendez-vous en personne avec le patron de MP et de Campos. Et c'est à ce moment-là qu'on prend la décision d'aller chez Campos pour la première année. Et pareil, toutes les petites histoires que tu vois en F1 de contrats signés, mais tout ça, tout m'est arrivé. Ah ouais? Ça devait se faire avec ART. Au final, je dis non parce que dans ma tête, ils n'avaient jamais fait d'F4, donc je me dis peut-être pas assez d'expérience. Donc je me dirige vers MP. MP me dit on a 2 baquets, alors qu'en fait, ils en ont pas. Donc moi, j'y vais, je fais le rendez-vous avec eux. Ils pensaient en avoir et ils en ont pas? Non, en fait, ils avaient déjà signé 2 autres pilotes. Ah, ok. Et ils m'avaient laissé en stand-by, tu vois. Oh. Et moi, pendant ce temps-là, je me dis, c'est bon, je vais signer mon contrat. En fait, à, je crois, 1 mois et demi de la première course, ils me disent, non, en fait, on a signé nos 3 pilotes. Mon père, à un moment, je lui dis, ok, c'est bon, ça va le faire avec MP, on va avec eux. J'allais même au circuit pour, à ce moment-là, quand je l'apprends, je vais avec le polo pour faire les photos d'annoncement. Je rentre le soir, il n'y a pas de contrat. Oh là 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 là. Quand je signe mon contrat enfin chez Campos, voilà, c'est bon, je souffle et je me concentre à fond. Je descends en Espagne, là où ils sont basés. Je vais faire du simu à mort. J'apprends vraiment ce que c'est d'être entre les mains de vraies équipes, tu vois. Ah oui. Je vais mouler mon baquet avec mes 2 coéquipières, les déjeuners avec les mécanos et tout dans le workshop. Tu découvres, ils ont leur bâtiment là-bas. T'as plein d'anciennes voitures hyper cool d'exposer. T'arrives, t'as les étoiles dans les yeux, mec. C'est quoi la vraie différence entre une équipe moyenne et une équipe comme t'as rejoint Campos? C'est vraiment les infrastructures? L'infrastructure, mais aussi les personnes avec qui tu bosses. Ouais. C'est des mecs qui ont... moi, mon ingénieur, à ce moment-là, il avait fait gagner la F4 espagnole à Franco Colapinto, qui est en F1 maintenant. Ok. Et puis, l'histoire, tu vois, c'est des équipes qu'on fait monter des pilotes en F1. L'expérience, quoi. Voilà. Ouais. Et quand t'arrives, tu sens que... Tu rigoles pas, tu peux manger par terre là-bas. Tu sens que c'est plus strict quand même? C'est plus strict et puis c'est pas là enfin vraiment tu vas comme quand toi le matin tu vas au boulot, tu vois. Ouais. Tu t'arrives pas en retard, t'as la banane, faut être présentable, et puis au-delà de ça, au-delà de ça, tu vas avec la hargne. Faut leur montrer, tu vois. Quand t'arrives, même si ton contrat est signé, tu dois leur prouver que t'as envie et que t'as la hargne. C'est encore... Ouais, montrer que t'as faim, quoi. T'es là, c'est ton but, c'est de monter, quoi. Les photos d'annoncement, il fallait faire une vidéo pour la F1 Academy pour se présenter et dire, voilà, moi, je viens de ce championnat,
je vais rouler avec cette équipe cette année en F1 Academy. La vidéo, oui, on l'a dû la refaire 50 fois. À cause de quoi? Parce que eux veulent tellement que ça soit présentable et parfait. La mèche, le truc, ta prononciation en anglais t'es pas top, là on la refait. Ah non, faut que tu le dises, c'est rien que la façon dont tu vas dire le nom de l'équipe. Et il fallait pas dire championnat de F1 Academy, mais la série F1 Academy, enfin un truc de ouf, tu vois. Donc à ce moment-là, déjà tu comprends, rien que à l'annoncement, t'es même pas encore monté dans la voiture, que tu te dis ok, ouais, là, ça rigole pas. Sérieux, là. C'est du sérieux. T'as quel âge à cette époque-là? 16 ans. C'est en quelle année? C'est ça. 2023. 2023. J'ai fait 2023 et 2024. Oui, j'ai du mal à me dire que t'as 16 ans, 2023 pour moi. Okay. Parce que là, t'as 19 ans, soit. Ouais. Wow. Donc là, Campos, F1 Academy, première année de la F1 Academy, mis en place du coup par la femme de Toto Wolff. C'est ça. Dans le but de mettre en avant les filles dans le sport auto. C'est, je pense, l'objectif c'est ça. de base. Et puis de vraiment pour objectif concret de mettre une femme en F1 dans les 5-6 années à venir. Parce que c'est vrai que depuis je ne sais combien d'années que la F1 existe, il n'y a jamais eu de femme en F1. Ça fait des années, quoi. Il y a eu Leila Lombardi qui a marqué un demi-point. Il y en a une quand même. Ouais, il y en a eu. Okay. C'est Leila Lombardi je crois qu'elle marque un demi-point parce que le Grand Prix s'arrête pour des conditions météo. Sinon, elle marquait un point en F1. Mais tu vois, ça remonte à... J'étais même pas née. Et sachant que là, dans l'ère, on va dire, un peu plus moderne, il y avait une femme en F2, non? Il y avait Tatiana Calderon en F2, qui n'y est plus. Qui n'y est plus, non, mais qui a été, quoi. Donc... Mais qui a été il y a encore il y a 2-3 ans. Ok. Et en F3, t'en as eu un peu quand même. Ouais, pas mal quand même. Ouais. Donc la saison avec Campos, ça se passe bien? Ça se passe pas trop bien? Comment ça se passe? Ça se passe bien, mais tu retrouves pas tes marques directes, tu vois. T'es tout de suite en mode... il y a encore une grande marge pour apprendre. La voiture, c'est la même qu'en F4 espagnol? La voiture, c'est la même, mais avec des évolutions. On a 10 chevaux de plus et t'as un kit aéro qui est différent. Ok. Parce qu'ils voulaient faire un peu plus un look style mini Formule 1, tu vois. Okay. Si tu regardes la F4 espagnole, l'aileron arrière, il est, ça fait l'aileron d'une F4 comme vous, mais l'aileron est tout plat en fait, ça fait comme une F1, tu vois. Ils veulent donner un air. Ils veulent donner un peu l'air, mais c'est bien parce que ça se permet de différencier la catégorie, tu vois. T'as plus d'aéro quand même que le F4 espagnol? Ouais. Ok. C'est ça. En virage, tu peux te permettre. Un peu plus. Ok, un peu plus. Ouais. Et puis t'as ce côté 10 chevaux de plus qui permet de dire c'est un peu plus rapide qu'une F4. Rapide. C'est entre la F4 et la F3. C'est ça, exact. Et puis, à ce moment-là, non, la saison commence bien, mais tu vois que c'est dur parce que tu te bats contre des filles qui sortent de la W Series, donc qui ont l'habitude d'une voiture qui se rapproche beaucoup plus de la F3, qui ont fait tous les circuits à côté de la F1, donc ça veut dire qui ont fait Miami, qui ont fait Singapour, qui ont fait Zandvoort, enfin, qui ont fait plein de courses de malades, qui sont déjà habitués à l'environnement. Donc, tu vois, Abby Pulling, Marta Garcia, tout ça, Nerea Marcy, c'est des filles qui ont fait... la W Series et qui ont des kilomètres dans les pattes en monoplace. Mais voilà. Et on se débrouille pas mal parce que je fais un podium dès la première course en Autriche, au Red Bull Ring, en reverse grid. Mais tu vois, je tiens quand même ma deuxième place tout le long. Reverse grid, ouais, pour ceux qui savent pas, en gros, t'as une course où, du coup, en fonction des qualifs, c'est comme en F1. Et en fait, tu as une deuxième course où les 10 premières places sont inversées. Donc le 10e commence premier, le 9e commence deuxième, le 8e. Exact, c'est ça. Et donc, j'aurais pas pensé à l'expliquer. J'ai pas mal expliqué, là, je suis content. Nickel. Et du coup, j'arrive à tenir... Donc, je fais ce premier podium. Et après, plus tard dans la saison, on va au Castellet. Donc, j'étais la seule Française cette année-là. Donc, du coup... Là, tu représentes le pays, là. À ce moment-là, j'avais toute ma famille, mes sponsors et tout. Mais j'avais jamais roulé au Castellet à ce moment-là. C'était la première fois que j'avais fait le petit circuit en kart qui est juste à côté. Et je fais 3 en qualif et 2 fois podium dans le week-end aussi. Et trop beau week-end parce que, encore une fois, devant, ça se battait avec celle qui gagne le championnat, avec Léna Buller qui est une Suisse qui a 25 ans. Moi, j'en ai 16. Et puis qui a le double d'expérience de moi, tu vois. Donc, Parce qu'en F1 Academy, en termes d'âge, c'est un peu disparate. C'est-à-dire que tu peux avoir des filles de 16 ans comme des filles de 25, 30 ans. Voilà, mais la limite d'âge, c'est 25 ans. Oh, c'est 25 ans quand voilà, même. Okay. Tu peux pas avoir plus de 25 ans.
Et ce qui est bien ce week-end-là, c'est que je le savais pas encore, mais tu sais, à la fin de la première année, ils ont viré plusieurs filles en fait de la F1 Academy à la fin de la première saison. Ok. Parce que la deuxième saison, tu sais, on passait vraiment tous les week-ends avec la F1. Et du coup, pour la deuxième saison, ils étaient encore plus exigeants sur les pilotes. Et moi, j'avais une saison compliquée, dans le top 10 de temps en temps, tu vois, mais avec des podiums. Et il me fallait un week-end, en fait, je le sais à ce moment-là, quand on arrive au Paul Ricard, Suzy, elle nous prend toutes dans une pièce là-haut en me disant bah écoute, faut que je vous parle. Et en mode là, ces petits coups de pression, tu vois, elle le dit ouvertement. C'est la boss, du coup, que qui ça vous va. convoque. Ouais, c'est ça. La boss, là, quand elle t'appelle. C'est soit bien, soit pas bien. Voilà. Et elle nous a toutes dit voilà, ben, là, les 2 derniers week-ends, il faut que vous donniez tout parce qu'on va faire rentrer d'autres filles. Donc, il y en a d'autres qui vont sortir. Et en fait, moi, mon week-end au Castellet, il me sauve. Ok. Parce que je fais 2 podiums, hyper régulières. Je me bats avec longuement pendant la course 1 avec celle qui va gagner le championnat. Et après la première course, je sais déjà que j'ai au moins sécurisé quelque chose. Ok. Course 2, panne. La voiture s'arrête d'un coup en ligne droite. Ça, Et c'est course pas rien. 3, repodium. Parce qu'un week-end en F1 Academy, c'est combien de. Ça se passe comment, exactement? La première année ou la deuxième? Ah, c'est pas pareil. Non. Il y a des grosses différences? Non, il y a Non, juste une vas-y. course en moins. En gros, la première année, tu faisais 2 qualifs. Ok. L'une Jeudi après l'autre. Vendredi? Non, vendredi, ouais. Ok. L'une après l'autre. Ton premier meilleur temps, ça allait pour ta course 1. Ok. Ton deuxième meilleur temps, ça allait pour la course 3. Et en gros, la grille de 2, elle se faisait en reverse grid avec ton premier chrono. Wow. Que pour les 8 premiers, pas les 10. Ok. Compliqué à expliquer, mais facile à comprendre, on va dire. Voilà. Mais du coup, la seconde année, c'est plus simple. Ils ont juste fait une qualif où il faut sécuriser 2 temps. Et ton meilleur premier temps va pour la course 1. Ton meilleur deuxième temps va pour la course 2. Et il n'y a plus de reverse grid. Et elle revient cette année, la reverse grid. Et il y a plusieurs courses, notamment, je pense que c'est une des explications, parce qu'en F4, c'est vrai que en général, sur un circuit, c'est entre 10 et 15 tours max. Hein. Tu peux pas, avec une F4, faire comme en F1 ou en F2, faire des courses qui vont durer 1h30. Non, ça se fait. C'est des petites courses. C'est des. Tu vois, surtout celle en reverse grid de la première année. Bah, t'as pas beaucoup de temps pour. Tu vois, quand tu pars derrière, imaginons que t'as eu un problème dans tes qualifs et tout. Bah, tu sais que déjà au départ, tout se passe. Et puis après, tu dois charbonner. Hein. Ouais. C'est combien de tours, à peu près? C'était 14 tours. Comme vous, en fait. Ok, C'était ça, 14 non? tours, ouais, donc Vous c'est avez des fait courses de 25 30 minutes. 30 minutes. Ouais. C'est 30 minutes plus un tour. Ce qui dépend des circuits que tu fais, mais ça dépend des circuits. Mais... Et comme tu as plusieurs courses, ça permet aussi de voir un petit peu les comportements, les caractères de chacun. c'est Pour ça. après, si tu montes en F3, en F2, voir un peu comment il est lui. Et pour les teams, ça permet aussi Après, de en se général, rendre tu sais, quand tu. Là, celles qui ont. Parce que tu sais que la F1 Academy, c'est seulement des contrats de 2 ans. Ouais. C'est pour ça que moi, là, j'y retourne pas cette année. Tu peux pas faire plus de 2 ans dans le championnat. Et du coup, tu vois que on a toutes pris des chemins différents. Ouais. Moi, je suis allée vers la GT parce que j'avais fait une année de GT déjà l'année dernière, en même temps que la F1 Academy. Ok. T'en as qui sont partis en F3 anglaise. Ouais. T'en as qui essayent de faire la Freca, mais c'est un budget de dingue. La Freca, c'est entre la... Ouais. Tu sais, C'est entre la F3 et F2. F4. Et F4. F3, F4. Putain, oui, c'est ça. Et F3 et demi, quoi. C'est ça. Et du coup, à ce moment-là, tu vois qu'en fait, tout le monde prend des chemins différents. Moi, du coup, c'est la Lamborghini Super Trofeo. Donc, c'est qu'un championnat qu'avec des Lamborghini. Et le tremplin, tu passes de un championnat avec des... Parce qu'on tourne en ce moment une série sur Netflix. On a tourné toute la saison avec Netflix. Ah ouais? Pour ta deuxième année? Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que tu vas passer sur Netflix. Voilà, là, ça sort en mai. Ok. On a fait le dernier tournage il y a quelques semaines Trop bien. de clap de fin. Et du coup, tu passes de être tout le temps sous les projecteurs à rouler en même temps que la F1, aller sur des circuits de dingue, à boum, du jour au lendemain, plus rien. Coup de blues. Imagine. Donc c'est pour ça que moi j'avais préparé en amont quand j'ai su, parce que je l'ai su à la fin de ma première année que c'était que des contrats de 2 ans, j'ai dit il faut que je trouve un plan B, et le plan B il faut qu'on le commence cette année, c'est-à-dire en 2024. Ouais. Donc j'ai combiné 2 championnats, la F1 Academy, la GT, La même meilleure année. idée que tu as eue peut-être de ta vie. Quoi. Je pense. En fait, j'avais un coup d'avance du coup. Bah oui. Parce que dans les équipes de GT, qui ont dû avoir certainement des demandes de filles qui sortaient de la F1 Academy, j'étais celle avec le dossier le plus costaud parce que j'avais déjà fait une année. Et puis en GT, maintenant, tu peux faire largement des grandes carrières
Les carrières sont plus longues. Ouais. Et puis, c'est plus facile de se faire repérer. Honnêtement, la monoplace aujourd'hui, on va pas se cacher que... Il y a pas longtemps, j'ai pris un coup derrière la tête parce que mon rêve a changé. C'est-à-dire que j'ai plus le rêve d'aller en F1, mais d'aller faire les 24 heures du Mans. Alors, c'est un rêve qui est tout autant magique et je dirais qui est même encore plus spécial parce que c'est encore plus mythique aujourd'hui. Tous les pilotes ont dit une fois dans leur vie, je veux faire de la F1. Oui. Mais je le dis avec les mêmes étoiles dans les yeux quand je te dis que je veux aller faire les 24 heures du Mans parce que c'est tout autant de boulot. Quand t'es pilote comme ça, les rêves en général, c'est quoi ? C'est gagner Monaco, gagner les 24 heures du Mans et gagner Indianapolis. Ça, et puis aller en F1. Après, on est en F1, forcément. Après, si tu gagnes Monaco, oui. Après, oui. Et pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément exactement tout ce qui se passe, en gros, quand t'es en F4, après, pour monter en F1, comment ça se passe, les échelons ? Généralement, tu as F4, après tu as F3, après tu as plusieurs, comme si tu as F3 anglaise, mais tu as pas mal de types de F3. Mais la plus connue, Grosse, celle où il faut aller, c'est la F3 FIA. C'est ça, exactement. Et entre deux, en général, ça se fait plus beaucoup, ou alors faut vraiment déjà avoir le budget et être badass. Mais il y en a beaucoup qui font plus le stop F3, F4, qui font le step F4, Freca, F3. Voilà. Ça t'accompagne dans ton... Parce que la F3, c'est un step au-dessus. Hein. Ouais. En fait, la marge entre F4 et F3, elle est énorme. C'est pour ça qu'il y en a qui font la Freca ou d'autres types de F3. Ensuite, F3, F2. Oui, c'est ça. Pareil, marge assez gigantesque. Et puis budget, là, il faut que ça suive aussi parce que F3, F2... Là, c'est soit tu es dans une académie. Ouais, et là, ça va. Là, ça va. Soit tu as un sponsor énervé derrière. Ouais. Soit tu as les parents. Ouais. Ça existe. Hein. Moi, j'en connais qui... Bon, j'y ai jamais pensé, tu vois, pour te dire. Là, mais ça existe. Et franchement, il faut tout pour faire un monde, et surtout dans ce sport-là. Parce que sans ces pilotes-là, t'aurais pas une grille de 25 pilotes en F2. Ouais. Il serait 12. Oui, c'est sûr. Après, tu vois, c'est... Tant que le mec, il bosse et qu'il mérite en F2, tu sais, tu vas moins en F2 parce que papa a des sous. Tu vas en F2 parce que, déjà, faut avoir un physique, faut... la comprendre, la voiture, parce que si tu sais pas conduire une F2, tous les tours, tu la mets dans le mur. Tu vois ? Oui. Non, mais pour un mec qui a jamais fait de sport auto, c'est pas un hobby. Oh, papa, demain, j'ai envie de faire de la F2. Donc, il faut le déclic aussi. Ouais. Il faut ça, et comme je te dis, il faut tout. En vrai, c'est tant mieux pour ces mecs-là, parce que quand t'es un bosseur, que t'as cette épine qui est enlevée de ton pied du souci, de te faire du souci du côté financier, en fait, tu peux que te concentrer à blinde sur ce que tu fais. Et après, passer en F1, le souci, c'est que c'est pas juste faut gagner la F2, faut aussi avoir le bon timing. Exact. On en Parce connaît. que c'est vrai que tu peux gagner le championnat de F2, dominer et te retrouver à dire merde, je suis coincé, personne veut de moi en F1. Voilà. Donc, ouais. C'est ce qui fait la. Pas la rareté, mais le prestige de ce sport. Toi, tu te vois où dans 5 ans ? J'ai été. Là, l'endurance, ça me plaît beaucoup. Ouais. De plus en plus, au début, j'étais un peu... pourquoi pas, mais pas... Mais en même temps, j'ai toujours connu des formats sprint. Kart, c'était sprint. F4, c'était sprint. Donc, j'ai toujours connu ce format-là. Mais là, j'y pense de plus en plus. T'as déjà fait des courses d'endurance ? Non. Ouais. J'ai fait des courses de cartes de loc en endurance, ouais. mais ça, pour le fun. Ouais. Ça, c'est vraiment trop bien. Mais jamais fait pour du sérieux, et j'aimerais bien parce que c'est la prépa que tu as autour. Tu vois, là maintenant, quand je vais préparer une course en GT, je vais être sur mon ordi, je vais regarder des datas. On va parler de la stratégie de course, d'une course de 1 heure où tu es 2 pilotes sur la voiture. Ça devrait pas être trop compliqué. Ouais. La préparation que tu as derrière, une course d'endurance, c'est... comment tu vas gérer ton sommeil, comment tu vas gérer ton énergie, comment tu vas gérer la stratégie d'une équipe. Là, ça s'organise pas la veille. Ah ouais. Et puis, tu as tout un truc de gérer ses pneus. Nous, on le fait déjà, tu vois, mais là, sur une course, je te prends, je sais pas, tu fais 6 heures de Barcelone. À ce moment-là, c'est un package, tu vois. Là, tu as vraiment l'impression d'être dans un esprit... ouais. Tu vis pour ça, tu Là, manges. c'est cohésion maximale, ouais. Et t'as intérêt aussi de bien t'entendre avec tes collègues. Aussi. Là où des fois, en monoplace, en karting, tes coéquipiers, tu t'entends pas trop avec, c'est pas trop gênant. Non. En soi, vous êtes concurrents. C'est là, ça. Vous êtes ensemble, quoi. Tu vises une écurie, une catégorie à l'avenir, un truc qui te ferait rêver Le GT3. Après, écurie, pas forcément, parce que tu sais, ça évolue beaucoup chaque année.
Mais GT3, c'est un truc que j'aimerais. Là, t'es chez quelle écurie? Je viens de signer du coup. Attends, pause. Elle sort quand la vidéo? Au cas où. Elle sort dans 3-4 semaines. Ok, bon, on est large. Je suis désolée, j'ai un appel un peu urgent. Vas-y, on est en pause, t'inquiète. Chelou. T'inquiète, vas-y. Je suis désolée. Tu peux aller là-bas si tu veux. Je me suis fait voler les 4 roues de ma voiture en ville. Non. Pas ici, mais chez moi. Je te jure, mec, ma voiture est sur 4 agglos. Attends, ta voiture à Rouen? Ouais, parce que je suis pas venue avec ma voiture, je suis avec quelqu'un en fait. Il est parti faire un tour en ville. Ils l'ont posé, ils ont pris les roues. Truc de dingue, mec. Heureusement que j'avais rien, parce qu'ils m'ont pété un carreau aussi. Je te jure, je le sentais, mec. T'avais des belles jantes? Oui. Vraiment désolée pour ça. Mais quand j'ai vu le message. Pour le podcast. Voilà, vous êtes au courant que je me suis fait voler les 4 roues de ma voiture. On dirait que tu viens de te faire voler tes 4 roues. Et ils ont pris tes jantes. Enfin, tes roues. Ouais. Non, mes roues. Le pneu et la jante. Les gars, mettez des... Comment on dit? Putain, vous avez le terme. Les écrous anti-vol, c'est ça? Ouais. C'est où quand tu peux pas... Je crois que ça existe, mais... Bon, allez, on reprend les choses. Alors, reprenons. Ouais, du coup, tu vas signer là dans une semaine, 3 jours? Dans quelques jours, avec une équipe allemande en GT, en Lamborghini Super Trofeo, qui s'appelle Leipert Motorsport, qui font, eux, du GT3 aussi, et qui sont très perfos, tu vois, pour faire quelque chose sur du long terme en GT. Et c'est une équipe que je suivais déjà depuis des années, qui font pas mal de podiums, bons résultats en GT. Et ils m'ont appelé il y a un petit mois. Et j'ai fait mes premiers tests avec eux au Castellet. J'ai fait Spa et l'Allemagne avec eux. Ça s'est super bien passé. Donc, on signe avec eux pour cette saison. Et c'est une Lamborghini que tu vas conduire? C'est ça. Je sais pas si t'as déjà vu la... Non, j'ai pas vu. Ça ressemble... C'est quoi comme Lamborghini? C'est une... À la GMK, genre? Non. C'est je vous mettrai à l'écran, évidemment. Tu m'enverras une photo. Comme ça, je la mettrai au montage. Tu vas voir, ouais, ok. Bah, c'est un avion de chasse, quoi. Ouais. On a fait l'ouverture des 24 heures du Mans, le lever de rideau cette année, sur le grand circuit. On a pris 306 km/h avec. Mec, t'as tout qui tremble dans la voiture. C'est pas dans Taxi, 306 km/h. Possible. C'est pas la ref, parce que tu es trop jeune, mais il y a une ref avec 306, je crois. Mais waouh. Ah oui, tu vas conduire une voiture de zinzin, quoi. C'est un grip de fou aussi. Voiture de ouf, et puis le grip que t'as. En fait, là, tu te sens... Quand t'es passé, tu vois, les monoplaces, c'est un truc que tu... De toute façon, tu le sais. C'est ça que je veux te dire, c'est la différence, vraiment. T'es très précis, doux avec le volant, avec tout ça. Mais la monoplace, la GT, c'est un truc de bourrin. Ouais. Pas un truc de bourrin, mais tu vois, tu vis le truc. Moi, j'ai ce comportement quand je conduis un peu agressive, un peu... tu suis dedans et j'ai envie de tout casser, tu vois. Ouais. En monoplace, tu peux pas du tout avoir ce style de pilotage parce que ça marche pas. Tu plies tout à faire ça, tu overshoot tout, les pneus, la voiture, enfin voilà. Que la GT, tu verrais, je te montrerai tout à l'heure, je pourrais te l'envoyer, un onboard, on découpe les vibreurs de ouf. Les départs, on est une 50aine de voitures comme ça, sur un départ. À Imola, c'était mon premier départ l'année dernière. Bah, encore une fois, les genoux qui tremblent. Ils vont me prendre pour une stressée de la vie, mais je te jure, c'était le départ le plus impressionnant de ma vie. Mon père est à 2 doigts de me faire ses adieux au moment où il me check sur la grille, parce qu'il avait vu tu sais, il nous montre des onboards, des courses précédentes et tout. Oh, mon père, il me dit, tu vas crever là-dedans. Puis je passe à travers d'un méga crash à Barcelone. Je vais te le montrer. Vas-y. Donc, c'est la dernière course de l'année. Et j'ai changé de coéquipier. Donc, du coup, cette course-là, je l'ai faite seule. Donc, l'heure entière, seule. Et parce que c'est possible, dans notre championnat, tu as des voitures où ils sont 2, en fait. Comme moi, j'ai fait la première année. Et cette année, on sera 2 aussi. Et t'en as qui sont juste tout seuls sur la voiture, mais qui ont 3 secondes de pénalité à l'arrêt au stand. Mais du coup, eux, ils en chient un peu plus, quoi. Ouais, mais d'un autre côté, tu prends 2 fois plus d'expérience. Oui. Tu fais ça pour toi et toi-même, et tu dépends pas de ton coéquipier qui a craché la voiture, ce qu'il a fait, tu vois. Il y a un peu plus d'accidents en GT qu'en monoplace, en général. C'est plus... moi, je dirais c'est kiff quand même, ouais. Bah, tu me la montres, moi, et après, je vous la mets, évidemment, dans le montage. Et là, tu vas voir déjà un peu ça se touche un petit peu. Et là, à la sortie, j'ai un trou de souris.
Waouh. Oh, la chance. T'as vu Non, là, c'est la bonne étoile. Ah ouais, non. Clairement. Et les réflexes aussi. Le réflexe, et puis il y a eu au moins 8 voitures dehors, t'en as partout. Et t'as le seul chemin. Puis en plus, une Lambo Super Trofeo, c'est large. Hein. Oui, c'est large. Ça fait, je sais pas, je dirais peut-être 1 mètre. Oh, je saurais on saurait pas dire, mais en saurais gros, pas sur dire, une mais piste, tu ça sens que tu fait prends de la comme place. ça fait aussi large qu'une voiture de série, tu vois. Mais des voitures partout et le trou de souris, pile poil, je crois que je touche même un rétro. Ah oui. Juste un rétro. Donc c'était vraiment chaud, quoi. Donc voilà. Et moi, c'est ça que enfin, pas ça que je kiffe, mais ce qui me plaît dans ce truc-là, c'est que j'ai retrouvé les mêmes sensations du kart quand j'étais la seule fille et que tu te bats avec la hargne. Ouais. Tu vois, la F1 Academy, c'était c'était top pour l'apprentissage, que j'ai roulé sur des circuits de malade et que j'ai appris dans les meilleures conditions. Les mecs te manquaient. Mais non, c'est pas ça, mais c'est le vrai côté de t'y vas et c'est chacun pour soi, tu vois. Et bien sûr, le côté qui m'a rappelé, tu vois, de mes 9 ans à 14 ans, je me suis battue que contre des mecs. Et je te jure, quand t'es une fille, ça fait plaisir quand tu les vois. Les mecs te manquaient. Bon, pas dans ce sens-là, mais. Non, mais dans le sens où. Dans le sens sport auto, envie de ouf. De leur mettre, de leur prouver, J'avais quoi. envie de retrouver ce côté-là. Ça a fait ressortir un côté un peu hargneux chez moi. Ouais. Encore plus que quand j'étais en F1 Academy, où là, t'avais la hargne. Mais là, quand tu vas, mec, c'est la guerre. Ouais. Donc là, t'es dans une pleine transition vers ta période GT. Et dans lequel tu veux faire carrière, je suppose, parce que c'est ton kiff. Et là, tu vois qu'on te fait confiance, quoi. Ça doit être bien aussi. Parce que là, c'est quand même des vraies voitures qui coûtent très très cher qu'on te confie. Donc, avoir la confiance d'une team comme ça fait toujours plaisir, ça rassure. Ouais, c'est clair. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui voudrait faire du sport auto ? Je dirais que c'est une chance de pouvoir, d'avoir envie et d'avoir le cran de se dire j'ai envie de faire du sport auto et d'aller me battre contre des mecs. Et j'ai envie de te dire, quand tu roules, quand tu as un casque sur la tête, que ce soit quelqu'un qui connaisse quelque chose de sport auto ou pas, il ne saura pas te dire si c'est une fille ou un mec dans la voiture. Donc, juste, faut pousser les limites, faut bosser plus dur. Ça, j'en ai toujours eu conscience. Je vais pas prôner le truc du garçon-fille, on est sur le même pied d'estal. Pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment bosser beaucoup plus dur. Et puis, s'entourer des bonnes personnes. Et c'est par rapport à quoi qu'il faut bosser plus dur ? Par rapport à l'image ? T'as un peu le physique, mais t'as la crédibilité, beaucoup. Ouais, c'est ça, la crédibilité. J'ai toujours ressenti, quand je rentrais dans une équipe, que j'avais des preuves à faire, alors qu'en soi, je suis une cliente. Parce que j'ai jamais... du moins dans les conditions dans lesquelles je te parle, en F4 espagnol, j'ai jamais été pilote professionnel, j'ai jamais pas payé mes volants, donc j'ai toujours été cliente. Mais même comme ça, c'est parce que c'est le sport de haut niveau, j'ai toujours senti que j'avais des preuves à faire. T'as un petit temps où je pense que les personnes avec qui tu travailles ont peut-être un peu cet a priori de est-ce qu'elle est là pour les bonnes raisons, est-ce qu'elle est là pour bosser, ou est-ce qu'elle est là parce que être une fille dans le sport auto, c'est valorisant. J'en sais rien, tu vois. Moi, j'ai toujours été dans ce milieu parce que je le voulais. Et tu vois, si je me suis toujours dit, j'ai une fierté, c'est que les personnes qui m'ont dit, tu sais, t'as beaucoup de personnes qui pensent que t'as des gonzesses dans le sport auto pour les mecs ou pour être le centre de l'attention, parce que c'est rare. Mais moi, j'ai toujours dit, le jour où j'ai failli arrêter le sport auto pour des raisons financières, je me serais jamais rebattue comme je me suis battue pour trouver des sponsors et me refaire une image. Enfin, c'est pas me refaire une image, mais revenir dans le truc. J'aurais dit, c'est bon, j'ai eu mon temps, j'ai eu mon heure de gloire. Salut. Et tu sens qu'on te traite vraiment différemment quand tu es dans une team avec un coéquipier masculin ? Ça dépend. Moi, dans l'équipe dans laquelle je suis, là, avec qui je teste depuis cette année, je le ressens pas du tout. Je vais même te dire que, tu sais, quand on moule les baquets, des fois, tu vois, ils passent les mains sous tes jambes, il faut qu'ils te mettent la mousse partout. Voilà. Et tu as des équipes en F4 où je sais que, je vais pas dire qui en ont profité, mais qui, tu vois, t'as pas des personnes saines partout. Ouais. Et des fois, tu te dis, tu sais pas si le mec... Ça, il n'y a pas moyen de faire en sorte que ce soit pas un mec, mais une femme qui mette la main en dessous Non,
Puis tu sais, dans ces moments-là, t'as juste envie que ça se passe et tu Ouais, dis, je suis là pour bosser, je suis pas là pour faire des manières. Mais tu vois, là, dans l'équipe où je suis, il m'a dit, écoute, et on doit faire ton baquet, il doit être bien fait parce que toute la saison, tu vas rouler dedans. Moi, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, même si parfois ça n'empêche pas, mais tu vois, je te dis, il m'a parlé comme il parle à mon coéquipier. Il t'a rassuré, il t'a mis en confiance. Il m'a dit, de toute façon, on est là pour bosser, tu vois. Et j'ai jamais, dans cette équipe-là, jamais ressenti juste la différence parce que j'étais une fille. À la radio, il me parle de la même façon. Ouais. Quand je fais une connerie ou quand je fais quelque chose de bien, il me parle pareil qu'à mon coéquipier. Ils me font pas de cadeaux, tu vois. C'est... Tant mieux. Ouais, ce qui est bien, c'est que moi, j'aime pas qu'on me traite qu'on arrondisse les angles parce que je suis une fille. Et j'ai besoin de ce cadre, j'en ai toujours eu besoin d'ailleurs dans le sport auto, mais d'avoir un cadre, qu'on me mette des règles. Et l'équipe dans laquelle je rentre cette année, il n'y a rien de mieux. Ok, trop bien. Lola, je vais te poser des dilemmes. Allez, dilemme. C'est Geeks qui les a fait. Fais pas les trucs trop compliqués, hein, pas mon père ou ma mère. Non. Là, ça va être spécial sport auto. Ok. Donc, tu vas voir, c'est plutôt pas mal. Je les ai lus avant. Je me suis dit, putain, Geeks, il a bien bossé. Est-ce que t'es prête ? Allez. Je pense qu'on va pas faire en mode tu dois répondre rapidement. On va Tranquille. vite fait développer, quoi. Ok. Première question, est-ce que t'es plus circuit urbain ou circuit classique ? Circuit classique. Circuit urbain, du coup, circuit en ville. Par exemple, on a Monaco, Azerbaïdjan, je crois qu'il y a Las Vegas, il y en a pas mal. Là. Mais, ou alors circuit classique. Tu me poses une colle, j'aurais... T'as dit quoi juste avant ? J'ai dit circuit classique direct parce Par contre, que... je t'ai dit des circuits là, t'as dit ah putain, en fait, Monaco, j'aime bien. Non, j'ai jamais roulé Monaco. Okay. Par contre, j'ai fait Jeddah. Ok, ouais. Et c'est vrai que demain, tu me demandes quel est mon circuit préféré, je te dirais Jeddah. Bah alors que c'est un circuit en ville. Ouais, mais... En général, circuit classique, mais par contre, Jeddah, qui est un circuit urbain... Ok, si c'est que Jeddah, on passe sur circuit urbain. Ok. Est-ce que tu préfères les qualifs ou la course ? La course, fois 1000. J'ai un mindset complètement différent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes, on le voit. Hein. Il y a les pilotes de qualif et les pilotes de course. Il y en a en qualif, ils sont incroyables, mais en course, moi, c'est tout l'inverse. Les qualifs, j'ai bossé depuis que j'ai l'âge de comprendre que tout se passe, enfin une bonne partie se passe en qualif. Ouais. J'ai dû bosser à blinde parce que j'étais en qualif toujours sur la retenue. Parce que tu te dis, il faut sécure quelque chose. Et en course, je lâche les chevaux à blinde. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Hein. Qualification, les gars, je l'ai vu avec le GP Explorer, mais aussi avec des jeux de simulation, même F1, tu vois. Quand tu joues et qu'en qualif, il faut absolument un tour parfait, sans erreur. Pour avoir le meilleur temps. C'est difficile. C'est compliqué. Hein. Tu l'as ressenti au GP Explorer quand même ? Surtout que là, à un moment, je fais en GP Explorer 2. Petite erreur avec mes ingénieurs. Je pars dernier alors que dans la pit lane, alors que j'aurais dû partir avant. Du coup, il y a tout le monde devant moi. Je fais un tour, mais vraiment majestueux. Je fais la moitié. Et là, drapeau rouge, Squeezie qui s'est planté. Et du coup, la séance s'annule. Ça, c'est les risques. Et je pars 4e alors que je pense que j'aurais pu partir... vraiment 2e, je pense, avec le temps que j'allais faire. Voilà, c'est pas pour me la péter, mais là, j'étais vraiment bien parti. 4 déjà, mec, t'es 2e ligne. 4, pour un départ, c'est pas dégueu. C'était pas mal, ouais. En plus, Étienne, il s'était raté. Sylvain, j'aurais pu... En vrai, ma course, là, j'aurais bien aimé la refaire en mode... En partant en P2. Immunisé et il peut rien se passer dans ma vie. Ouais. Juste pour essayer de doubler Étienne, là, au milieu et me dire, vas-y, on va voir ce qui se passe après. Bref, on va pas refaire tout ça. Mais en gros, toi, tu préfères la course. La course. Est-ce que tu préfères les départs arrêtés ou les départs lancés ? Départs arrêtés. Ok. Petite anecdote, quand j'ai commencé la F4 espagnole, c'était la première fois que j'allais faire des départs arrêtés. Et le team me prévient à la pause du midi, cet après-midi, on va s'entraîner là-dessus. Je dis à mon père, je te jure, je sais pas faire, j'ai jamais appris sur simu. J'avais pas de simu chez moi, donc je faisais que du simu dans les équipes dans lesquelles je signais. Je dis, je peux pas te piquer la caisse de loc là et je vais au fond du parking. J'ai pris la caisse de loc, ça devait être une Ford Fiesta ou un truc comme ça. Classique. Pied à fond, embrayage à fond. Et mec, quand je suis revenue devant le stand comme si de rien n'était à 20 à l'heure, ça sentait l'embrayage. Et depuis, tous les départs en course que j'ai fait arrêter, j'ai jamais calé sur la grille. Okay. Jamais. Je touche du bois parce que... Ouais. En vrai, les gars, c'est ça le problème des départs arrêtés, c'est que si tu cales, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et c'est comme ça que j'ai appris. Sur un parking à Navarra, en fin fond d'un circuit en Espagne. En F1 Academy, t'avais embrayage au volant ou pédale ? Pédale. Okay. J'ai jamais connu l'embrayage au volant, encore. Je sais pas sur quelle catégorie... À partir de la F3, je crois. À partir de la F3, t'as l'embrayage au volant ? F2, de sûr. Ouais. F3, je crois. Ok. Est-ce que tu préfères piste sèche ou mouillée ? Sèche.
Ok. J'ai plus d'expérience sur le sec que sur le mouillé. Sachant que sur le mouillé, notamment en karting, c'est totalement différent. Quoi. Mhm. Toutes les trajectoires, ouais. c'est l'opposé qu'il faut C'est faire. l'opposé. Bah, en voiture aussi, hein, toujours. En voiture aussi. Là, ouais. la semaine dernière, on était au Nürburgring, on est parti en slick avec une voiture de... elle fait combien de chevaux, là? Elle fait 670 chevaux. Mec, en slick sur le mouillé. Ah Là, tu te retrouves comme au karting, tu sais, quand il faut... Je sais pas si on t'a déjà expliqué, mais en kart, quand tu roules sous la pluie, faut énormément jouer du poids de ton corps. Du poids de ton corps, Faut se pencher, exactement, ouais. Bah, c'est tout pareil, sauf que là, c'est que la voiture qui travaille. Et t'attends, tu dis que ça va pas tourner, et d'un coup, ça tourne. Ouais. Putain, en karting, c'est pareil. C'est la même C'est ça, sensation. bah, c'est tout pareil. Tu braques, ça va te tourner, après, hop, là, ça tourne. C'est ça. Les gars, je vous conseille, les gars, même si forcément, quand il pleut, c'est pas le temps où tu vas te dire, je vais faire du Je vais karting. faire un karting. Je vous gars, conseille, vous allez taper les meilleurs bas. C'est vraiment incroyable, les gars. Vraiment. Essayez. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, allez essayer du karting sous la pluie. C'est masterclass. J'ai fait une course de 24 heures. Il a plu 24 heures. Et on a même eu. C'était où? C'est 24 heures au Mans, circuit Alain Prost, là. Non, t'as fait. Prost, je sais plus. Ouais, mais, celui juste à côté de. Un grand. Et ils ont carrément dû, pendant que je roulais, arrêter parce qu'il y avait des flaques d'eau et ça faisait caler les cartes. Du coup, il était une vingtaine de cartes qui étaient arrêtées. On avait la main levée comme ça. C'était très, très drôle. Mais oui, les gars, essayez à tout prix le karting sous la pluie, c'est masterclass. Max Verstappen ou Lewis Hamilton? Alors, depuis que Hamilton. Toi, t'es agressif, donc normalement, c'est Verstappen. J'ai toujours été pour Verstappen, mais depuis qu'Hamilton est en rouge. Ah, t'es team Ferrari, toi? Non. Mais depuis, ça m'a fait de l'effet, ce petit mixte. Ah ouais. Mais si je dois m'associer à un pilote, Verstappen. Ok, ouais. Ouais. C'est vrai que tu dis, toi, t'es mentalité agressive, surtout au départ. De base, lui, c'était comme ça. Bon, après, forcément, il s'est un peu calmé avec l'expérience, etc. Mais au début, je me rappelle, c'était problématique. Les autres, ils avaient peur de lui, carrément. Ça faisait polémique de ouf. Formule 1 ou endurance? Endurance, maintenant. Si je t'avais posé la question il y a même 6 mois, t'aurais dit Formule 1, non? Pas sûr. Parce que je savais qu'un jour, Oui. Mais je savais qu'un jour, ma carrière en monoplace allait s'arrêter, donc je t'aurais dit endurance quand même. Ok. Électrique ou thermique? Thermique. Pas de discussion. Au cas où, on sait jamais. Ferrari ou Lamborghini? Mais bon, là... Lamborghini. T'as plutôt intérêt de dire Lamborghini. Il y a un an, t'aurais dit quoi? Lamborghini. Il y a 3 ans? Toujours. En vrai, petite, j'ai même une photo. Si tu m'avais posé la question à 12 ans, je t'aurais dit Ferrari. À 12 ans, ok. C'est tous notre rêve de gosse, Ferrari. Bah oui, c'est pour ça. Mais j'ai toujours plus kiffé les voitures. T'aimes bien GMK? Ouais, cool. Je regarde. Il me fait rire. Je l'ai croisé à Abu Dhabi cette année avant ma course en F1 Academy. Très sympa. Dépasser à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce que tu préfères prendre l'inté ou l'exté? les puristes. Bon, en vrai, j'ai été, tu vois, les deux. L'exté, c'est plus joli quand même. Bah ouais, c'est plus sale. Mais... C'est sale, hein. Quand tu te fais prendre l'exté, c'est de sale. ouf. T'es là en mode... Comment c'est possible? Allez, pour le spectacle extérieur, mec. Okay. Mais tu me verras comme tous les pilotes, tu verras plus de move à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bah oui, en fait, le but de dépasser par safe, l'intérieur, c'est beaucoup plus safe normalement. Après, évidemment, c'est safe, oui et non, parce qu'il y en a, malheureusement, ils regardent pas les rétros. Non. Ou ils sont en mode, non, tu passeras pas, je m'en bats les couilles, je préfère avoir accident que tu me dépasses. De ouf. T'as déjà eu ça en mode, t'es une fille, du coup, les gens préfèrent se vautrer avec toi que de te laisser passer. Pas parce que j'étais une fille, mais parce que l'accident que j'ai là-dessus, avec la même histoire, c'est à Miami, et je me fracture le poignet là-dessus, mec. Milieu de la saison, je te jure. Avec une autre voiture en F1 Academy. Dernier virage, donc t'as la longue ligne droite à Miami, celle de derrière, avant le dernier virage. Je me jette au frein en fait du dernier. On est comme ça et elle tourne quand même et je me fracture le poignet avec le retour de volant là-dessus. Hosto à Miami, je rentre avec un plâtre du coup fait pour l'avion. Je rentre, je me fais replâtrer. J'avais une course, je devais rentrer chez moi le lundi. Et je repartais le mardi à Spa pour ma course en GT. J'ai loupé la course en GT, plâtré 3 semaines. Arrivé à Barcelone, les genoux qui claquent parce qu'il fallait faire les medical tests en mode est-ce qu'elle a assez de force, est-ce que t'as mal pour faire la course de F1 Academy. Je te jure, c'est verte. Galère quoi. Est-ce que tu préfères Monza ou Silverstone? Monza, j'ai jamais fait Silverstone. Monza, ok. Silverstone, c'est vrai que c'est mythique, mais bon, peut-être qu'il y a beaucoup moins de voitures qui roulent là-bas en général, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu préfères le drift ou le grip? Le grip, mais le drift est très marrant. T'aimes bien? J'en ai fait une fois à Loyac. Mais non!
Avec, c'est là où je vais, moi. Ah ouais, tu Bah fais oui. avec qui? Bah, avec Pégase. Ouais, moi aussi. Mais non, sur mouillé, quoi. Ouais, exact. J'avais fait un événement avec des sponsors pour Ouais. les remercier. Et c'était là-bas qu'on avait fait ça. C'est la première fois que j'ai appris à faire du drift. Il m'a expliqué, pas au-dessus de 50 km/h et tout ça. Et tout Il ça. est Mec, trop fort, Yann. trop... Ouais, c'est lui. Ouais. J'avais trop kiffé. Est-ce que tu préfères les circuits techniques ou ultra rapides, en général? Bah, Jeddah, c'est quand même technique, mais c'est rapide aussi. Bah, c'est aussi, il faut faire Technique. gaffe parce que t'as les murs assez proches à Jeddah. Technique. Technique? Ouais. Toi, t'aimes la technique. La vitesse, quand tu prends 500 km/h, ça te fait. Enfin, j'abuse, hein, mais. Non, mais je vais te dire que Le Mans en GT, quand tu vois 306, C'est la vitesse la plus folle que t'aies prise, 306 km/h. je crois. Ce qui est déjà Du énorme. moins, avec moi-même derrière le volant, oui. Peut-être qu'en passagère, je sais pas, mais je crois que oui. En passagère, ça veut dire sur la route ouverte. Non, j'ai déjà Ah, fait, ok. tu sais, l'Oval Ah, à côté de Paris. Ouais, je vois très bien. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un Ville, circuit en France qui te permet de prendre des vitesses assez folles. Mm. Ovale avec un banking énorme. Ouais, c'est ça. Et ouais. Et tu sais que tu peux à peine lever tes bras, genre, avec la force centrifuge. Ouais. Tu lèves pas ton bras. Ah ouais, t'arrives pas à. Non. Tu es comme ça. Ah, c'est Comme fou. dans un manège. Incroyable. Faut que j'essaye ça. Ça doit être assez fou. Mais je crois que, en tout cas, moi, derrière le volant, c'est sûr 300 et quelques. Mais à côté de quelqu'un, je sais plus. Est-ce que tu préfères le turbo ou Atmo? Turbo. T'aimes bien avoir le coup de pied au cul? Mhm. Et le bruit aussi. Le bruit, c'est surtout. En vrai, c'est ce que j'allais dire. Est-ce Le que tu bruit, peux faire ça. une quand même- imitation du bruit du turbo? Ok, mais tu commences. Vas-y. Tu le fais bien. Ah ouais? Ouais, quand vraiment. Non, je te. Tu dis ça pour pas que t'aies besoin de le faire. Vas-y, vas-y. Ok. Et toi? Non, je peux pas. Si, mec. vas-y. Fallait faire le. Oh oui, non, on arrête ça tout de suite. Très mauvaise. Tu mettras pas ça. Je te jure, je Ah, me je vais follow pas la ça, bien chaîne sûr. si tu Bah, mets. je m'en fous. Tu sais ce qu'on croirait? On On croirait dirait un chat qui 4 ans. ronronne. C'est Ah non, catastrophique. jamais, tu mets pas On n'a ça. pas les mêmes turbos en tout cas dans nos Non. voitures. Pourtant, le truc. Non, mais je peux te le mettre sur YouTube si tu veux. Non, merci. Non, une dernière, moi? Non. Non, c'est bon, on arrête. Non, c'est Ok, bon. Je suis vexée de moi-même. Boîte manuelle ou automatique? Dans une voiture de course, Non, n'importe. automatique. Et dans une voiture de Séquentiel. course? Bah, séquentiel. Si, j'ai fait une fois, j'ai fait de la 308 Cup. Un jour, Ok. comme ça. Donc tu passes tes vitesses, quoi. T'aimes bien? C'était marrant. Bah, c'est à l'ancienne, je fais du talon-pointe, mec. Ah ouais. J'ai jamais appris à faire du talon-pointe. Ça, c'est du vrai pilotage, on va dire. Style, l'ancienne. ouais, à l'ancienne, rallye, etc. Mais non, boîte auto. C'est pas ta génération, c'est ni la mienne non plus d'ailleurs, mais bon, je kiffe. Senna ou Prost? Senna. T'as pas hésité, hein? Non, mais le côté, tu sais, de où il vient, du comportement. Bah, Après, il vient, Prost, c'est français, quoi. Ouais. T'es pas chauvin, là? Non, mais je parle pas de la nationalité, de Ah. la famille. Ah, la famille, ok. Ouais. C'était un peu plus galère pour lui, quoi. Ouais, mais l'histoire, elle est trop belle. C'est pas de ma génération, mais quand j'ai commencé le sport auto, c'était Senna dès le début. Ok. Halo ou pas de halo? Allô. Halo? Arrête. Non, halo. Non, allô. Parce que c'est révolution. Ouais. Pour, On l'a vu, hein. pour le bonheur du sport auto On l'a vu en F1, mais je pense que dans les autres dans catégories, c'est dans pareil. les autres catégories. Le halo, les amis, c'est ce que vous avez au-dessus du casque du pilote, là, qui contourne un petit peu. Ça fait un espèce de triangle. Ouais. Ça fait 2 barres qui Où descendent. les gens se disent, mais ça vous gêne pas la vue d'avoir le truc en plein milieu? Alors qu'au de toute façon, final, tu peux je l'ai en vu témoigner. et pas du tout. Non, ça gêne tu pas du y tout. penses même plus. Ouais. Et question de sécurité, c'est carrément mieux. Et ça avait été mis en place après l'accident notamment de Jules Bianchi en 2014. Exactement. J'en parlais il y a 2 jours de ça. 2000, je sais Non, plus plus. la date exacte. En gros, il s'était pris un véhicule qui enlevait une F1 et du Ouais. coup, bah, ça l'avait coupé la tête. Bref, Non, je pense que c'est une très bonne invention. très pour très notre bonne invention. sport. Est-ce que tu préfères voilà, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais bon, on la pose quand même. 24 heures du Mans ou 24 heures de Nürburgring? Du Mans. Ton circuit préféré, c'est Jeddah. Après, tu dirais que c'est quoi ton top 3? Alors en monoplace ou en GT? Monoplace? Parce que N'importe. monoplace, j'ai fait Jeddah et c'était en monoplace. Ah ouais. Bah non, Ouais. mais n'importe. Portimao. Ok, j'ai C'est, déjà roulé, ouais. Portugal. Ouais, mais c'est vraiment. C'est vallonné, ouais. Ouais, donc c'est très sympa. Et Tu préfères les circuits avec du relief, t'aimes bien? je trouve Comme le ça, Brésil, là. Jamais roulé au Brésil. J'y ai bossé cette année avec la F1, mais jamais C'est fou, ça. fait.
Je pense que j'aimerais bien le Brésil. Ouais. Non, je dirais Jeddah, Portimao et Singapour. Ah, Singapour, c'est... Attention. Singapour, on l'a fait cette année. En plus, il fait chaud là-bas. J'avais le Covid pendant la course. J'avais dit à Catastrophique. personne. Il faisait. Tu l'avais dit à personne? Bah non. Bah Ouais, non, sinon- tu prends pas. Je sais pas si c'est. Ah, et donc maintenant, ouais. Bah, de toute façon, c'est dans la boîte. C'est trop tard. Non, je me sentais, mec, les deux. Quand je sortais de la voiture, mais pas que moi avec le Covid, je pense que pour tout le monde, il faisait tellement chaud que quand tu passais le drapeau à damier, le tour de décélération que tu fais avant de rentrer dans les stands, il y avait plus d'air qui venait, tu suffoques, t'ouvres la visière et tout, t'en peux plus. Et pour sortir des voitures, c'était les mécanos qui venaient nous aider. C'est vrai que Singapour, pour la plupart des pilotes de Formule 1, c'est un des circuits les plus physiques. Bah, on a vu Singapour et Qatar à la mauvaise. Qatar, tu le mets à la On mauvaise l'a- période. Enfin, là où j'ai été, c'était Qatar 2023, je crois, où en fait, il avait T'étais remplacé là-bas un Grand Prix. Je crois Ouais. que c'était la Russie. Ouais. Ouais, j'étais là-bas. Et il faisait je ne sais Tous les combien de- pilotes étaient à Il y en a, ils deux doigts de tombaient dans les tomber pommes, en. Ouais, c'est ça. Bah, il y en avait. Ocon avait vomi dans son casque, un truc Ouais, comme ça. Stroll, je crois qu'il avait, on regardait le pic de fréquence cardiaque à un moment, je crois qu'il s'était endormi pendant une ligne droite. Bref, c'était une catastrophe. Ah, t'étais là-bas, trop sympa en vrai. Ouais, c'était bien, ouais. T'en as fait beaucoup des Grands Prix? J'en ai fait, j'ai fait plusieurs fois Spa, Castellet, Qatar. Stylé. C'est bien, ouais. Ouais, c'est bien, ouais. Gasly ou Ocon? Gasly. Putain, mais c'est vrai que vous, en Normandie, vous avez ce qu'il faut. Hein. Ah oui? Gasly, Ocon, de Normand, Lola, On vient de pas loin du Je pense tout. qu'il y en a d'autres aussi. Hein, mais... Ils viennent. Gasly habite à 20 minutes de chez moi. Incroyable. Et Ocon un peu plus loin, il est à 30 minutes. Il est vers Évreux, lui, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Gasly. Mer ou montagne? C'est quoi cette question? Non, bah là, il y en a d'autres, mais c'est Mer, fois 1000. Ok, mer ou montagne, je préfère la mer. Ouais, Ok, Instagram ou TikTok? Instagram. Instagram, ouais. D'ailleurs, évidemment, les amis, je vous mets l'Instagram de Lola en description pour ceux qui veulent s'abonner J'ai fait un ou petit lui clin poser d'œil. des questions ou discuter avec toi. Ville ou campagne? Campagne. Bonne réponse. Pâtes ou pizza? Pâtes. Ouais, pâtes. Surtout quand t'es pilote, les pâtes, tu dois en bouffer. Ah. Beaucoup. Netflix ou YouTube? Netflix. Tu regardes YouTube? Netflix parce que je passe dessus dans pas longtemps. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai en plus. Oui, je regarde. Tu regardes, ouais. Je Tu regarde. regardes qui Rien à voir avec le sport auto. Ok. Non. J'aime bien. Divertissement? Ouais. Squeezie? Oui, j'aime bien parce que j'ai un ami à moi qui est passé dans ses vidéos, tu sais, avec les trois Imposteur. personnes. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, sinon, je regarde pas tant que ça, mais Pas trop le temps non plus, je suppose. pas trop. Ça dépend. Après, je t'avoue que depuis les GP Explorer, j'étais pas du tout dans YouTube et tout, c'était pas trop délire. mon truc. Et depuis le GP Explorer, j'ai commencé à en suivre 2-3, dont toi, parce que je sais pas, tu te rappelles pas, mais quand t'es sorti un moment en claquette devant le stand, j'ai une vidéo. Attends, En gros, t'as tu une vidéo sors de. Ouais, Je vous la mets au montage aussi pareil. Putain, mais t'as trop de dossiers là. mais tu sors devant et je trouvais ça marrant parce que c'était. Carte sur table, tu vois, t'étais Ah ouais. nature. Et c'était où ça? GP... Au Mans, GP2. Ok. Et, T'as fait les deux? ouais. Ok. Et ça m'avait fait rire. Et tu vois, j'ai commencé à suivre comme ça 2-3 personnes du GP. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder YouTube. Sinon, je suis pas une Ok. grande. Très bien. T'étais pour qui? Non, t'avais pas forcément. Bah si, t'étais avec Rhino Shield, donc. Rhino Shield, ouais. T'étais peut-être pour ceux qui étaient sur Rhino Shield, quoi, en général. Ok. Est-ce que t'es plus camping ou hôtel? Hôtel. Mauvaise réponse. Ah, I know. T'es plus hôtel. Après, je pense que tu Après, passes beaucoup de temps dans les oui. hôtels aussi. C'est pour ça. Sucré ou salé? Salé. Putain, mauvaise réponse aussi. Ah, purée. Tant pis. Donc tes popcorn, tu les prends salés, genre. Non. Sucré. Voilà. Bah, fallait dire popcorn, sucré, salé. Non, mais en général, Non, je mais, préfère la bouffe salée, quoi. J'adore le saucisson. Ah, le saucisson, t'aimes bien? Ouais. Franchouillarde, ça, c'est bien. Ah, bah, normande, hein. Normand, en plus. Ouais. Introverti ou extraverti? Extraverti. Je l'ai vu. Message ou vocaux? Message, je déteste les gens qui font Ah, des merde, vocaux. je- Toi, tu parles en vocaux sur Je quitte les vocaux, moi. Je déteste les gens qui font des vocaux à rallonge. Tu sais, tu peux pas écouter, c'est Ouais. relou. Ouais, mais bon, J'en fais les très vocaux, peu. c'est pratique, tu vois, t'as juste appuyé, tu parles. Et Je suis d'accord. J'en fais de temps en temps, mais voilà, c'est pour raconter un truc vraiment à rallonge. Ok. Chien ou chat? Chat. Mauvaise Réponse. Purée. Mais attention, je suis pas loin de De basculer. basculer. Parce que j'ai qu'encore toujours jeune, eu c'est que pour des ça. chats. T'es encore jeune.
Jamais eu chez les chiens, c'était que chez les copines. Ok. Musculation ou cardio? Muscu. Tu fais de la muscu? J'en faisais, maintenant j'ai levé le pied, pas envie de ressembler à Tortan. Tu t'entretiens forcément pour le sport auto. Maintenant, du coup, plus le cardio, mais la muscu, j'en ai bouffé. Parce que Surtout quand j'ai endurance, commencé la F4, je te dis, je tenais pas la voiture. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est compliqué. Et endurance, après, va falloir bosser le cardio aussi. Tu dois rester je ne sais combien de temps dans la caisse. iPhone ou Android? iPhone. Bonne réponse. Bon, allez, au moins une. En vrai, t'as le mec qui met une note carrément, alors qu'en soi, c'est vraiment les goûts. Non, mais là, j'ai posé tous les dilemmes que Giggs m'a demandé. Donc, ça permet aussi aux gens de savoir un peu plus sur toi. Évidemment, je le dis, je le répète, il y a son Insta en description si vous voulez suivre Lola, son futur en GT, sa carrière incroyable. Est-ce que toi, tu as des rituels ou des superstitions? Oui, mais c'est venu. Ça n'a pas été depuis toujours, mais quand j'étais en F1 Academy, surtout, il y a plein de trucs qui me sont venus. Quand je m'habille, les sous-vêtements unifugés, la combi et tout, je commence toujours par la droite, tout le temps. Ok. Et le gant, vraiment, même les gants. Et après, pas tellement. Des tocs? Des tocs. Pourtant, là, je serais pas très bonne. Et Quand tu rentres dans la tout voiture. le monde me dit que j'ai des tocs. Ouais. Mais je pense que ça n'a pas. Souvent, nous, on se rend peut-être pas compte, c'est les autres qui se rendent compte des tocs Ouais, qu'on a. je pense. Bah, je dirais. C'est pas un toc, ça, non. J'allais dire, dans les week-ends de course, si je suis enfin, avant et après être sortie de la voiture, il faut qu'on me laisse tranquille, tu vois. C'est pas un toc, mais ça, c'est pas un toc. Ouais. Non, ça, c'est des choses où il y a beaucoup de gens, je pense que c'est le cas. Hein. Non, je dirais... Ah si, avant de monter dans la voiture, je me tape les pieds toujours par terre. C'est tout. Ok. Ça réveille. Comment tu fais? Bah genre... Ah ouais, tu tapes. En gros, je m'appuie contre le halo. Ouais. Et en fait, ça te dégourdit les jambes, tu vois. Ouais. Et je fais un petit coup de chaque côté, voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais trop bizarre. Bien. Petit rituel. Bah, c'est vrai que chaque pilote, j'ai l'impression, a son petit truc avant de monter dans la voiture, avant une course, avant des qualifs. Il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui testent leur réflexe, il y en a qui parlent avec les ingénieurs. Après ça, on fait tout. En vrai, là, tout ce que tu viens de dire, je le fais, mais c'est pas des tocs. C'est tes petits... Tu vois, avant de monter dans la voiture, t'as toujours 30 minutes d'échauffement avant. Ouais. Donc ça peut être les réflexes, ça peut être un peu pour activer les muscles dont t'as besoin. Après, quand t'attends pour monter dans la voiture, la musique... Et avant de monter dans la voiture, tu as toujours ton ingé ou ton coach qui va venir te parler 2 minutes pour reparler de la stratégie et des trucs à pas oublier. Ok. Ouais, mais en vrai, toc, tu vois, genre les trucs vraiment toqués que personne comprend. Tu me vois taper les pieds, tu dis qu'est-ce qu'elle fait. Ouais. Mais c'est... Sinon, le rituel, ouais, en vrai, on a un peu tous le même en tant que pilote. Si là, tu pouvais aller en F1, tu choisirais quelle écurie? McLaren. Parce qu'ils ont la meilleure voiture. Non, même pas pour ça. Je t'aurais même dit ça l'année dernière, c'est parce ils ont pris 2 jeunes. Oui. Et ils sont... Bonne mentalité qui correspond avec les valeurs, quoi. Je pense. Que je t'aurais dit... J'aurais eu la première idée, tu vois, Red Bull, parce que j'associe ça à Max, en fait. Ouais. Mais dans un environnement pour bosser qui pourrait le plus me correspondre, McLaren, parce que c'est jeune d'esprit, ils veulent vraiment montrer et faire monter des jeunes. Et je pense qu'ils ont la bonne technique pour le faire. Tu ne traites pas de la même façon un mec qui a fait... ça fait 10 ans qu'il est en F1 qu'un jeune qui est arrivé depuis 2 ans. Tu as une marge de progression qui est énorme. C'est vrai que McLaren, ce qu'ils font là, c'est vraiment magnifique. Fort. Et il y a moyen qu'ils gagnent cette année constructeur. Et après, c'est que le début, évidemment. Là, on aime bien en faire des plats, etc. Mais c'est que le début du Grand Prix. Moi, j'ai hâte de voir. C'est la saison que j'attendais le plus. Depuis très longtemps. Ouais, parce que là, ça remet un peu les pendules à l'heure et c'est cool aussi. Et puis on voit Hamilton, il y a pas mal de changements, des nouveaux pilotes qui arrivent, ça permet de... Oui, ça a pu m'avoir, ça. Ouais, le Hamilton en rouge... Ouais. Ça a eu pas mal de gens aussi. Hein. Alors qu'au début, j'ai été 100%... Même mes parents suivent notre rituel dimanche devant la F1 à Blinde. Et mes parents, même mon père qui était un Verstappen, il m'a sorti l'autre jour... je suis pour Hamilton maintenant. C'est le truc du mec qui suit rien. Ouais. Mais non, en vrai, je pense que ça a fait tourner la tête de quelques personnes. Bah, c'est vrai que depuis Raikkonen, je crois que c'était 2007, t'avais quoi? T'avais Alonso qui était pas loin. Après, t'as eu Vettel qui était pas si loin non plus. Et là, on se demande qui sera le prochain champion Ferrari en fait.
Hâte de savoir. Hâte de savoir. Peut-être Hamilton, peut-être Leclerc aussi. On verra bien. On verra. Lola, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est la question classique des podcasts. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? À part une carrière de zinzin en GT, gagner les 24 heures du Mans. Tu m'enlèves les mots de la bouche là. Je pense que c'est ton rêve ultime. Ouais. Non, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer sur la lancée en GT, que je prenne toujours autant de plaisir. Et puis, une belle réussite, je pense. Une réussite incroyable. Là, t'entames ta vingtaine. Moi, j'ai fini ma vingtaine. 10 ans d'écart, alors que toi, t'as une carrière. Putain, moi, à 20 ans, une carrière comme ça, c'est fou quand même. Ah non, j'en ai conscience en vrai de ça. T'as conscience que tu commences ta vingtaine avec déjà un bon passé déjà. Ouais. Non, c'est tout. Ouais, trop bien. La joie, la bonne humeur. Joie, la bonne humeur, toujours. Après, c'est ce que t'as l'air d'avoir à chaque fois, régulièrement. Donc, tant mieux. Puis voilà, réussite sur les réseaux sociaux un peu aussi. Ouais, je me suis mise à faire des montages sur TikTok, guys. Parce que c'est vrai que... Ah, sur TikTok aussi? J'ai fait le montage bref. Ah oui. Le plus dur. Ok, une espèce de trend où tu reprends bref et tu mets plein d'extraits, quoi. Cata. Il n'a même pas percé. Merde. Sur TikTok, c'est un peu aléatoire, malheureusement. Et des fois, tu fais du quali, ça perce pas, tu fais un peu de la merde et ça perce. Faut pas chercher à comprendre. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit podcast. Ceux qui écoutent sur les plateformes d'écoute, Spotify, Amazon Music, Deezer et Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note de 5 étoiles. Ça régale, ça fait plaisir. Un petit avis pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast, c'est encore mieux. En mode, ce podcast est incroyablement trop bien. Non, évidemment, vous dites la vérité. Si c'est nul, vous dites que c'est nul. Si c'est bien, vous dites que c'est bien. Merci encore à Lola d'avoir accepté. On s'est contacté il y a 2 semaines. On a fait ça vite, on a fait ça bien. Très sympa. Bonne chance pour la suite. Merci, et plein puis, de bonnes choses. Évidemment, je leur ai dit, sur les plateformes, vous avez le Instagram de Lola et sur YouTube aussi. Des bisous tout le monde. Ciao.